Le foie, c'est l'aliment le plus nutritif de la planète. Au début, je pensais que la viande rouge était mauvais pour la santé. Donc, à un moment, j'étais végétarien. J'avais tendance à être ballonné, avoir des flatulences, moins d'énergie. Donc, j'avais recommencé à manger de la viande. Le risque de cancer est de très faible magnitude. Manger des hachés féroces 2 fois par semaine fait l'équivalent de 8 kilos de légumes. Eh ben, salut David. Salut Bart, merci de m'inviter sur Extraterrien. Ça va bien? Bah écoute, en pleine forme. Je suis trop content d'être là. On est dans un beau petit studio. On va pas mentir aux invités, aux auditeurs, pardon. Ça fait un petit moment qu'on se connaît, qu'on se suit. Moi, j'apprécie l'entrepreneur chez toi, le sportif, et beaucoup aussi le créateur de contenu. Parce que tu as un gros podcast qui s'appelle Limitless, et on se suit depuis 4-5 ans maintenant. Et sur ton podcast, tu parles beaucoup santé, anti-aging, biohacking, comment devenir une meilleure version de soi-même. Et c'est une quête aussi que j'ai beaucoup. Donc, tu es un des créateurs que j'ai le plus écouté aujourd'hui en France. J'ai pas honte de le dire. Et aujourd'hui, tu lances une marque de viande qui s'appelle Féroce. Et il y avait que toi qui pouvais, je pense, en France, être aussi obsédé par la qualité de la viande, la qualité de la santé, l'importance d'avoir une viande d'excellente qualité et comment est-ce qu'on fait pour mettre une viande d'excellente qualité dans nos assiettes. Et donc, tu m'as dit, j'ai envie de passer sur Extraterrien. Je t'ai dit, OK, let's go, on y va. Et donc, je suis sûr qu'on va faire un super bon épisode. Bah, j'espère bien. Et d'ailleurs, tu es passé 2 fois sur Limitless, donc c'est un honneur de savoir que tu l'écoutes et que tu l'apprécies. Et c'est marrant parce que tu vois, tu disais que j'avais fait un podcast sur la santé. Et malgré le fait que je sois passionné par le sujet, que j'ai lu des tas de livres sur la nutrition, etc., moi, j'étais convaincu que la viande, c'était mauvais pour la santé. Tu vois, c'était un truc, je ne le remettais même pas en question. Elle est tellement vilipendée depuis des décennies que c'est quelque chose que je recherchais même pas. Alors, c'est vrai que c'est assez amusant de voir qu'aujourd'hui, j'ai créé Féroce, qui est une marque qui potentiellement, notamment, vend de la viande. Ouais, je t'ai déjà entendu dire que il fallait faire très attention à la viande qu'on mangeait, bon, toujours, hein, bien sûr, mais je t'ai déjà entendu effectivement être très sceptique sur la viande rouge notamment, donc on pourra en reparler. Juste avant, peut-être pour les auditeurs et les auditrices qui te connaissent pas, est-ce que tu peux compléter la description que j'ai donnée de toi ? Bah, t'as déjà dit pas mal de choses. Je suis papa de 2 petites filles qui sont absolument merveilleuses et que j'aime plus que tout. Athlète ultra, entre guillemets, dans le sens où j'aime bien partir courir dans des lieux extrêmes en autonomie. C'est-à-dire que je porte dans un sac à dos mon sac de couchage, ma nourriture, etc. Et donc, j'ai traversé comme ça le désert en Namibie au mois de novembre. Et là, je pars dans la jungle amazonienne. Donc, c'est des grandes aventures et ça me plaît énormément. Et puis à côté de ça, je suis entrepreneur. J'ai toujours créé des boîtes depuis que je suis enfant. Avant même de savoir ce que voulait dire le mot entrepreneur, je me souviens quand j'avais 14 ans, je faisais des élevages de serpents et de lézards et je revendais les bébés sur Internet. Et voilà, mes parents n'avaient pas énormément d'argent et pourtant, voilà, j'ai gagné mes premiers milliers d'euros comme ça et puis financé mes projets, etc. Donc j'ai toujours été un petit peu dans ce mood-là. Mais plutôt après avec des boîtes B2B. Et là, Féroce, c'est la première qui s'adresse vraiment en B2C, c'est-à-dire à des clients. Et j'adore ça, tu vois, être en relation directe avec des gens, voir concrètement, de façon tangible, ce à quoi tu contribues et ce que tu es en train de construire. Ouais, bien sûr. En plus, quand c'est des gens qui sont intéressés par la performance, leur santé ou comment être une meilleure version d'eux-mêmes, j'imagine que c'est encore plus sympa de s'adresser à ces gens-là. Bah ouais, carrément, tu vois, tu fédères. En fait, grâce à Limitless notamment, j'ai attiré autour de moi des gens qui partageaient mes passions et mes valeurs et avec qui j'ai des discussions qui m'élèvent. D'ailleurs, t'en fais partie et c'est quand même extrêmement précieux parce que si tu regardes la façon dont se construisent généralement les relations humaines, eh bien, tu te fais des amis au collège, au lycée, mais voilà, c'est par proximité géographique ou parce que tu as fait tes études avec et pas forcément par atome crochu. Et grâce à Limitless, eh ben, j'ai attiré à moi des gens qui me passionnent, qui m'inspirent et donc là, je vois une réelle valeur autant partagée, tu vois. Ok. On va parler un peu de comment est-ce que tu en es venu à t'intéresser à ta santé, à la viande, à l'alimentation. Mais juste avant, j'ai quand même envie de te retourner la question que tu poses à tous tes invités en ce moment pour débuter un épisode. C'est quoi ta routine matinale pour t'énergiser le matin ? Alors, je me réveille entre 5 et 6 heures, naturellement, sans réveil. Si le soleil est levé, j'aime bien m'exposer à la lumière du soleil directement, donc en allant marcher avec mon chien. S'il n'est pas levé, j'ai découvert récemment une petite technologie que je trouve sympa, ça s'appelle Luminette. Et en fait, c'est des lunettes avec de la lumière bleue. Et donc, ça permet de stimuler les neurones à mélanopsine qu'on a dans nos yeux, et donc de synchroniser
les rythmes circadiens. C'est un peu comme si tu lançais un chronomètre et puis 14 à 16 heures plus tard, eh bien, va être sécrétée la mélatonine qui va t'aider à t'endormir. Donc en fait, la qualité de ton sommeil, elle se prépare dès le matin. Et entre-temps, eh ben, il y a toute ta symphonie de l'énergie qui est orchestrée justement par ce balai hormonal. Le cortisol qui va augmenter ta vigilance, ta concentration, etc. Donc voilà, vraiment avoir ce petit signal en début de journée, c'est hyper important. Donc voilà, en hiver, ça va être avec de la technologie. Et puis en printemps, en été, avec la lumière directement du soleil, c'est quand même beaucoup plus agréable. Ensuite, petite question, attends, excuse-moi si je te coupe sur garde ta réponse sur Luminette. Tu l'utilises jusqu'à quelle heure? Est-ce qu'à un moment donné, tu te fais une pause? Parce que j'hésitais à en acheter, tu vois. Ça dure 20 minutes. Ouais, 20 minutes, toi. En fait, elle s'allume et tu l'allumes, tu peux la mettre sur 3 intensités et si tu mets sur l'intensité la plus forte, elle s'éteint automatiquement au bout de 20 minutes. C'est ce qui considère comme la dose. Tu vas pas la réutiliser dans la journée? Non. Ok. Non. Donc voilà, donc j'ai un petit peu de mouvement. J'aime bien faire un peu de mobilité ou d'aller marcher dehors. Si j'ai l'impression de manquer un peu d'énergie, ce qui heureusement arrive rarement, je vais me faire 3 cycles de respiration Wim Hof. Je trouve que ce type de respiration, d'hyperventilation avec les phases d'apnée, c'est très très efficace pour te permettre de rentrer dans un tunnel d'énergie, de vigilance et de concentration pour la matinée. Et puis voilà, c'est ça. Je fais du jeûne intermittent, donc je mange pas le matin parce que je pense que ça a des bienfaits physiologiques. Ça me semble cohérent par rapport à l'histoire évolutive de l'humanité, mais aussi parce que j'ai la sensation que ça m'offre une grosse clarté mentale. Il faut savoir que le système digestif, ça utilise de l'énergie pour digérer, entre 40 et 50%. Donc naturellement, si tu es en train de digérer ton petit déjeuner, sans même parler des pics de glycémie, etc., eh bien, tu as une partie de ton énergie qui est déroutée dans tes intestins et qui n'est pas sur ce que tu es en train de construire. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui me va bien. Et donc j'ai 2 repas par jour, le midi et le soir, et c'est parfait. Bah écoute, ouais, moi j'ai adopté aussi de sauter le petit déjeuner et de commencer les 5, 6, 7 premières heures de la journée le ventre vide. Et je le sens sur ma concentration, sur mon focus, sur la clarté. Après coup, tu vois, je me demande comment j'ai fait pour pendant des années m'avaler un bol de céréales, tu vois, une bombe glycémique. Pour les enfants, je pense que c'est une catastrophe. Et tu vois, aujourd'hui, on s'étonne de la faible concentration des enfants. Alors, il y a beaucoup de facteurs exogènes qui rentrent en jeu, mais le lobby céréalier est hyper sucré dès le matin. Je pense que c'est un des ingrédients les plus, on va dire, néfastes à la concentration des enfants, des adolescents et même des adultes, parce qu'on sait que c'est une culture qui se propage. Ouais, mais tu as totalement raison. Et en fait, moi, mon obsession et ce que je fais avec Limitless, l'espèce de dénominateur commun dans tout ce que je fais, c'est l'énergie. En réalité, l'énergie, c'est ce qui me permet de dédier du temps à des projets qui sont porteurs de sens pour moi, de réussir des défis sportifs et puis de passer des moments de qualité avec ceux que j'aime. C'est vraiment ça, tu vois. Même d'être le père que j'ai choisi d'être, tu vois, j'ai envie d'être un père bienveillant, etc. Tu t'aperçois facilement que si tu es un peu fatigué sur le fil du rasoir, que tu n'as pas suffisamment bien dormi, c'est difficile d'avoir la patience nécessaire que pour permettre à tes enfants de comprendre le cadre plutôt que d'être dans une relation de domination où tu essaies de les contrôler par la peur. Et donc, l'énergie, pour moi, elle est vraiment fondamentale. Et tu parlais de ces petits-déj aux céréales qui sont en réalité des bombes glycémiques. Et donc, l'énergie, on voit qu'elle suit la glycémie. Donc, si tu as une glycémie globalement stable, eh bien, tu vas avoir une énergie qui est globalement stable. Si ta glycémie, elle n'arrête pas de faire des hyper et des hypos, eh ben, en fait, ton énergie, elle va faire des vagues toute la journée, quoi. Ouais, bien sûr. Et c'est assez difficile à comprendre pour les athlètes de haut niveau et les sportifs, tu vois, justement, parce qu'on leur a souvent dit que les glucides, les carbs, c'était un peu la super, on va dire, la super source d'énergie, quoi, et un peu ultime. Toi, tu gères comment, justement, l'équilibre entre sport et glycémie? Puis juste après, tu vas me parler de Féroce. Bah, je pense que tu as raison. Ils ont raison aussi. Les glucides, c'est un super carburant. Mais c'est vraiment un super carburant, quoi. Donc, il faut l'utiliser. C'est chez toi, d'ailleurs, que j'ai entendu ce terme, je crois. Ouais, parce que, en fait, si tu veux, d'un point de vue évolutif, etc., voilà, les glucides, ils sont là. C'est l'énergie du corps, tu vois. Je pense qu'on pourrait résumer un peu ça comme ça. Tu vois, les protéines, c'est les Legos de la pyramide de ta maison, tu vois. Ton corps, c'est une maison. Et bien, ça, elle est faite avec différentes briques. Et ces briques, c'est les protéines.
Le gras, c'est plutôt l'énergie du cerveau, même si on dit que le cerveau il a besoin de glucose pour fonctionner. En réalité, il fonctionne beaucoup mieux quand l'énergie elle est stable, qu'il n'y a pas de fluctuation de la glycémie, etc. Donc on pourrait dire que le gras, c'est l'énergie du cerveau. Et puis les glucides, c'est l'énergie du corps. Donc déjà, ça suppose de mériter ces glucides. Si tu n'as pas une activité physique qui le justifie, bah, tu n'as pas besoin d'un super carburant, tu vois. Donc ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, eh bien, tu me demandais comment je faisais moi. Moi, je taille mes glucides en fonction de mes efforts. Donc, si j'ai une séance intense un jour, eh ben, je vais manger des glucides avant pour justement recharger mon glycogène musculaire, etc. et puis être performant sur cette séance intense. Et puis, sur tous les jours où j'ai des séances plutôt peu intenses, parfois longues mais peu intenses, je vais être sur du low carb. Donc, mon fonctionnement de base, c'est plutôt d'être sur du low carb, c'est-à-dire faible en glucides. Et puis, je taille mes glucides de façon stratégique, en fonction de l'intensité des séances. Ok, hyper intéressant. On en reparlera un petit peu plus tard. J'ai très envie que tu me racontes un peu l'histoire psychologique que tu as eue avec Féroce. Peut-être juste avant, est-ce que tu peux nous le résumer en 1 minute pour que les auditeurs et les auditrices comprennent bien aujourd'hui ce que toi, tu es en train de créer? Alors, Féroce, le principal produit, ce qu'on a créé, c'est un steak haché composé à 80% de viande de bœuf nourrie à l'herbe et à 20% d'abat. Donc, il y a du foie et du cœur dedans. Le foie, c'est l'aliment le plus nutritif de la planète. Il y en a 22 grammes dans un haché Féroce. 22 grammes, ça équivaut en concentration de vitamines et minéraux à 4 kilos de légumes. Donc, on conseille et on recommande de manger des hachés Féroce 2 fois par semaine, ce qui fait l'équivalent de 8 kilos de légumes. Donc, c'est un petit peu comme si tous les jours, tu ajoutais 1 kilo de légumes à ton alimentation. Waouh, ok. Pas mal, effectivement. Il y a quoi dans les abats? Il y a quoi dans les abats? Il y a énormément de vitamines et minéraux. Donc, il y a tout. Ouais, il y a tout globalement, presque tout en tout cas. Surtout si la viande elle a été nourrie à l'herbe parce que ça change vraiment son profil nutritionnel, son profil d'acides gras, etc. Mais donc tu as énormément de vitamines du groupe B, tu as du zinc, du fer, du sélénium, de la vitamine A sous la forme animale, donc c'est du rétinol qui est beaucoup mieux absorbé et biodisponible. De la vitamine B12 évidemment, donc voilà, c'est extrêmement riche et donc si tu regardes en fait c'est assez marrant parce que je te disais tout à l'heure quand je regardais la viande je pensais que c'était déjà quelque chose de potentiellement néfaste et moi je voyais la viande surtout pour son apport en protéines. Pour moi la viande c'était des protéines, c'est pour ça qu'on mangeait de la viande et si je voulais des vitamines et des minéraux je vais manger des légumes et en fait je me suis amusé à faire des analyses comparatives et cette croyance est absolument fausse. C'est-à-dire que tu regardes, la plupart des légumes, ils vont t'apporter au mieux à 100 grammes 10% de certaines vitamines et certains minéraux. Donc déjà, ils n'ont pas un profil complet sur les vitamines et les minéraux. Et même dans ceux dans lesquels ils vont être riches, on sera aux alentours de 10%. De l'autre côté, tu mets la viande, et là, je ne te parle même pas avec l'ajout d'abats qui sont encore plus denses d'un point de vue nutritionnel, mais juste de la viande rouge. Eh bien, tu vas toucher quasiment toutes les vitamines et tous les minéraux dont le corps a besoin. Et à chaque fois, tu seras à des niveaux presque supérieurs à 50% des AGR pour 100 grammes. Donc en fait, la viande, outre le fait d'apporter des protéines d'excellente qualité, est extrêmement riche en vitamines et en minéraux, surtout la viande rouge. Ok. Les extraterriens, petite pause dans cet épisode que j'espère vous adorer pour vous dire que David avait partagé un code promo, le code c'est EXTRA, à tous les auditeurs et toutes les auditrices qui voudraient tester Féroce. Ça vous donne accès à 3 steaks supplémentaires si vous faites une commande au-delà de 50 €. Moi, ça fait plusieurs mois que je consomme et je suis un grand fan des steaks hachés et aussi des steaks 3 étoiles que produit Féroce. Comme David est vraiment en train de révolutionner l'industrie agroalimentaire, et bien vraiment j'avais envie de lui donner ce petit coup de pouce là, donc vraiment allez essayer, je pense que vous n'allez pas le regretter. Si vous voulez manger une viande de qualité, si vous voulez faire confiance à un athlète de la communauté qui est en train de faire bouger les lignes, ben je pense que c'est vraiment à David qu'il faut faire confiance. Écoutez cet épisode, si après ça vous a pas donné envie d'essayer, je ne comprends plus, mais en tout cas vous cliquez sur le lien dans la description, vous tapez extra au moment de votre commande et vous aurez un très beau cadeau, vous serez bien reçu. C'est vraiment pas une recommandation bidon, je suis moi-même client, je suis un grand fan, donc j'espère que vous aussi vous allez adorer. Allez, bon épisode. Alors pourquoi est-ce qu'on dit qu'elle est dangereuse pour la santé ? Alors, pourquoi est-ce qu'on dit qu'elle est dangereuse pour la santé ? Donc, généralement, il y a 3 choses qui sont citées lorsqu'on parle des méfaits de la viande rouge. La première, c'est les risques de cancer. Et donc ça, notamment parce que l'OMS l'a classé comme possiblement cancérigène en 2015.
Et en réalité, quand tu regardes les études, le risque de cancer est de très faible magnitude. C'est-à-dire que le pourcentage de risque est de l'ordre de 1 pour 100 000. Donc ça, c'est l'augmentation du risque de cancer colorectal initial qui a permis et fondé le rapport de l'OMS. Et donc des méta-analyses plus récentes ont conclu qu'en réalité, les preuves n'étaient pas suffisantes pour conclure qu'il fallait diminuer la consommation de viande rouge non transformée dans une perspective de prévention du cancer. Donc déjà, et ça c'est une méta-analyse qui date de 2019, donc qui est plus récente que le rapport initial de l'OMS. Ça c'est le premier point sur le cancer. Le deuxième point qui est intéressant à constater, c'est qu'on s'aperçoit que ceux qui mangent plus de viande rouge ont en réalité des risques de cancer colorectaux qui diminuent. C'est-à-dire qu'on a une augmentation à la marge, comme je l'ai dit, dans un premier temps, et puis après, ceux qui sont vraiment des gros mangeurs de viande rouge, ils ont une diminution. Alors que si l'un était responsable de l'autre, on s'attendrait à ce que plus tu en manges, plus les risques augmentent. Ça paraîtrait logique. Donc déjà, c'est un petit peu bizarre. Et puis le troisième point, c'est que ces études-là, elles prennent jamais en compte ni la façon dont a été élevée la viande, et ça, on va le voir, ça crée des différences abyssales sur le profil nutritionnel et donc sur son impact sur le corps. La façon dont elle a été transformée, la façon dont elle a été cuite. On sait notamment que les cuissons à haute température créent ce qu'on appelle des AGE, qui sont des composés cancérogènes, et ça a été prouvé. Donc, les études en général qui portent sur la viande rouge, c'est pas des études de causalité. On peut pas faire des études interventionnistes, faire manger un peu plus de viande rouge à quelqu'un et puis voir, on lui a fait manger plus de viande rouge, il a eu plus de maladies. C'est c'est toujours des études de corrélation, c'est-à-dire qu'on a observé que ceux qui généralement mangeaient plus de viande rouge avaient peut-être plus de cancer. Et tu vois, si des études de corrélation, tu pourrais en faire avec les coups de soleil et les glaces. On s'aperçoit que lorsque la consommation de glace augmente, le nombre de coups de soleil augmente aussi. Est-ce qu'on pourrait conclure que l'un cause l'autre ? Non, c'est simplement que l'été, on a tendance à manger plus de glace parce qu'il fait plus chaud et aussi avoir plus de coups de soleil, tu vois. Donc voilà, donc ça c'est sur le cancer. Ensuite, sur les maladies cardiovasculaires, parce que l'autre crainte qu'on a à propos de la viande rouge, c'est sa teneur en graisse saturée. Donc déjà, il faut savoir que sur le profil d'acide gras de la viande rouge, en réalité, il y a à peu près 45% qui sont des graisses saturées et 45% qui est des monoinsaturés qui sont les mêmes graisses que celles qu'on trouve dans l'huile d'olive. Déjà, c'est intéressant de voir parce que les gens, ils ont l'impression qu'il n'y a que des graisses saturées. Mais il y a quand même des bonnes graisses dans la viande rouge. Mais des bonnes graisses, là, tu es en train de dire que les graisses saturées ne sont pas des bonnes graisses, alors que, enfin, tu le sous-entends, alors que c'est pas le cas. En réalité, on entend le mot saturé, on a l'impression que saturé, c'est pas bon, ça va saturer mes artères. Alors que saturé, ça veut simplement dire stable. Contrairement aux polyinsaturés ou monoinsaturés qui ont des doubles liaisons dans leur chaîne carbone qui les rendent plus instables, notamment la cuisson, eh bien les graisses saturées sont parfaitement stables. Et c'est ce qui fait qu'elles sont utilisées par nos membranes cellulaires, notamment pour stabiliser la membrane cellulaire. Et la membrane cellulaire, c'est vraiment ce qui protège la cellule et qui crée son unicité par rapport au milieu extérieur. Donc c'est hyper important. Ça sert aussi à la formation des hormones stéroïdiennes, comme le cortisol, la testostérone, etc. Donc les graisses saturées, elles ont beaucoup de rôle dans le corps en réalité. Elles sont très très importantes. Et surtout, eh bien, justement sur cette croyance que les graisses saturées peuvent augmenter les risques cardiovasculaires, là pour le coup, ça a été complètement débunké par les dernières méta-analyses. Il y en a une énorme sur 1,2 million de personnes qui a montré que c'était pas le cas. En réalité, on avait peur qu'elles augmentent le cholestérol sanguin. Alors que la production de cholestérol, elle est à 80% endogène. C'est-à-dire que c'est le corps qui crée lui-même son cholestérol. Et les 20% restants sont apportés par l'alimentation, mais le corps module sa production de cholestérol en fonction des apports alimentaires. Donc si tu augmentes ta consommation de graisses saturées, eh bien naturellement, le corps va produire un peu moins de cholestérol. Et donc les études ont montré que le fait de diminuer les graisses saturées ne faisait pas diminuer le cholestérol. Par contre, le fait d'augmenter les glucides raffinés le faisait augmenter. Et donc en fait, le coupable, c'est pas les viandes saturées, c'est pas les graisses saturées, c'est les glucides. Et donc la problématique et l'erreur qui a été faite dans les premières études corrélatives, c'était de considérer le steak haché qu'il y a entre les deux tranches de ton burger.
Donc, tu vois, tu as 2 tranches de pain burger, tu as ton steak haché au milieu. On a cru que le coupable, c'était le steak haché. En fait, c'est les 2 tranches autour de glucides raffinés. Parce que les glucides raffinés, justement, par un tas de mécanismes, notamment d'augmentation de la glycémie, etc., vont créer des triglycérides et donc potentiellement augmenter le cholestérol sanguin. Et d'ailleurs, lorsqu'on remplace dans les études les graisses saturées par des glucides raffinés, eh bien justement, loin de diminuer, le cholestérol augmente. Et le troisième point, c'était qu'on a longtemps cru que les végétariens avaient des espérances de vie plus longues que les omnivores ou les carnivores. Et en réalité, ça aussi, c'est lié à un biais, le biais de l'utilisateur en bonne santé, qui suppose que les végétariens, généralement, sont des gens qui ont plus de soucis et d'intérêt pour la nutrition, pour leur alimentation, et donc par ailleurs, des habitudes de vie qui vont être plus bénéfiques. Ils vont avoir moins tendance à fumer, ils vont faire plus d'activité physique, ils vont boire moins d'alcool. Et en fait, c'est plutôt tous ces facteurs qui leur donnaient des avantages de survie que le fait qu'ils ne consomment pas de viande. Et donc, il y a des études plus récentes qui ont corrigé ces biais, qui sont aperçues qu'il n'y avait aucun avantage de survie chez les végétariens par rapport aux omnivores, d'une part, et d'autre part, que par contre, les gens qui avaient tendance à faire leurs courses dans des magasins bio, peu importe qu'ils soient végétariens ou omnivores, avaient des avantages de survie par rapport à celles qui faisaient leurs courses dans des magasins conventionnels. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand tu manges bio, outre le fait que potentiellement c'est de la nourriture de meilleure qualité, comme je viens de te l'expliquer, généralement, tu as aussi tous ces comportements qui, par ailleurs, sont plus bénéfiques à ta santé. Ok. Écoute, merci infiniment pour ces clarifications. C'est hyper important et on comprend que tu as vraiment potassé le sujet et que tu t'es plongé à fond dedans. Mais alors du coup, si je t'écoute, j'ai presque envie d'aller au supermarché, m'acheter un steak haché sous vide et d'acheter le premier steak qui vient. Est-ce que la viande qu'on trouve aujourd'hui en grande surface, c'est encore de la viande déjà ? Et est-ce qu'elle n'est pas quand même très transformée par rapport à tout ce que tu es en train de me dire ici ? Alors, est-ce qu'elle est transformée en finalité ? Peut-être pas, mais est-ce qu'elle a été transformée par la façon dont les animaux ont été sélectionnés et élevés ? Très probablement. Et donc, là, il pourrait y avoir beaucoup de préoccupations qui me viendraient à l'esprit, notamment des races de vaches qui ont été sélectionnées de façon intensive, pour développer justement des masses musculaires beaucoup plus importantes, mais qui leur causent des problèmes de santé métabolique, problèmes respiratoires, etc. Parce que justement, comme des bodybuilders, en fait, qui ont plein de problèmes de santé parce qu'ils ont développé plus de masse que ce que leur corps est censé être capable de supporter. Et ça crée des marqueurs inflammatoires, etc. au sein de leur corps. Et un peu comme, tu sais, on a toujours entendu que le foie gras, c'était un foie malade, tu vois, parce que les canards étaient gavés, etc. Quelque part, ces vaches, c'est un petit peu pareil, tu vois, c'est des vaches qui sont un petit peu malades. Et donc, elles ont besoin de plus d'antibiothérapie, etc. pour survivre. Donc déjà, tu as potentiellement des résidus médicamenteux. Et surtout, elles sont engraissées au maïs et au soja. Et c'est ça, en fait, la principale problématique du bœuf conventionnel, même s'il y a des éleveurs qui le font correctement, je veux dire, qui ont du respect pour le bien-être animal, dont leurs animaux pâturent une partie de l'année dehors, c'est pas toute l'année, mais elles ont quand même accès à l'extérieur. On n'est pas sur des élevages intensifs hors sol comme on en voit aux États-Unis. Il y en a un petit peu, mais ça reste marginal. Mais la grosse problématique, c'est que elles sont engraissées avec le maïs et le soja. Et en réalité... Donc ça, selon toi, c'est le point le plus important sur la qualité de la viande en bout de chaîne dans notre assiette. Ouais, ok. C'est absolument fondamental. Il y a beaucoup de choses à voir par rapport à ça, mais le maïs et le soja, ce sont des céréales qui sont riches en oméga 6. Les oméga 6, en fait, si tu veux, on va refaire une petite histoire, un petit cours sur les oméga 3 et les oméga 6. Vas-y, avec plaisir. Donc, initialement, les plantes, lorsqu'elles poussent, elles développent des oméga 3 pour leur survie. Ok ? Ensuite, normalement, les ruminants, donc les vaches, elles vont brouter cette herbe, elles vont intégrer ces oméga 3 dans leur membrane cellulaire, les transformer d'oméga 3 végétaux en oméga 3 animaux. Et nous, enfin, lorsqu'on va consommer cette viande, eh bien, on va bénéficier de ces oméga 3 animaux qui vont être intégrés dans nos propres membranes cellulaires. Donc, c'est-à-dire que tu vois, tu as ta cellule, autour, tu as un petit bouclier de protection, et dedans, tu as des oméga 3. Et en plus de ces oméga 3, il y a des oméga 6. Les deux existent dans la membrane cellulaire et devraient être équilibrés. Parce que lorsque tu subis un stress aigu, parce que tu t'es coupé, tu as été malade, tu as fait une séance de sport intense, etc., les oméga 6, ils vont créer une réaction pro-inflammatoire, donc une inflammation qui va t'aider à faire face à ce stress. Mais derrière,
Tu vois, c'est un peu comme si tu allumais un incendie. Il faut qu'il y ait des extincteurs qui viennent arrêter cette réaction inflammatoire. L'inflammation, elle n'est pas là pour vivre de façon durable et chronique. Elle est là simplement pour faire face de façon ponctuelle à un stress aigu, à une maladie, etc. ou à une coupure, tu vois. Et donc les oméga 3, c'est vraiment les extincteurs, c'est les pompiers. Ils viennent éteindre ce feu. Aujourd'hui, on sait, la plupart des scientifiques sont d'accord sur le sujet. J'ai échangé avec plusieurs nutritionnistes qui le confirment, que l'inflammation chronique, ce qu'on appelle l'inflammation de bas grade, c'est ce qui crée le terreau fertile de toutes les maladies de civilisation. C'est-à-dire le cancer, les maladies cardiovasculaires, le diabète, etc., tirent son origine dans cette inflammation de bas grade. Donc c'est vraiment important que dans nos membranes cellulaires, on ait cet équilibre entre oméga 3 et oméga 6. La problématique, c'est que dans notre alimentation, on mange beaucoup de produits potentiellement ultra transformés qui utilisent des huiles de graines. Les huiles de graines, c'est des huiles de soja, des huiles de tournesol, etc. Toutes ces huiles sont très riches en oméga 6. Et comme on mange potentiellement des plats préparés, des pizzas, des frites, des gâteaux, des céréales au petit déjeuner, etc. Les industriels utilisent ces graisses-là parce qu'elles ont plein d'intérêts pour l'industrie agroalimentaire. Moins cher. Et surtout. Dont le fait qu'elles soient moins chères et puis beaucoup plus faciles à manipuler, etc. Et donc, on a déjà un ratio oméga 3, oméga 6 qui est déséquilibré. Tu vois, dans les populations modernes, on a un ratio de 1 pour 15, alors qu'idéalement, on devrait être sur un ratio de 1 pour 2. Donc, on est déjà déséquilibré, tu vois. Et je reviens à mon histoire de vache. Les vaches, lorsqu'elles mangent du maïs et du soja, ce sont des graines qui sont riches en oméga 6. Donc, ça déséquilibre, si tu veux, le profil d'acide gras de leur viande. Donc, c'est une viande qui va avoir un ratio de 1 pour 15 à 1 pour 20, c'est-à-dire un oméga 3 pour 15 oméga 6, voire 20 oméga 6. Donc, qui va aggraver ce terrain déjà inflammatoire qu'on a. Alors qu'une viande issue de vaches nourries à l'herbe, elle va avoir un ratio oméga 3, oméga 6 de 1 pour 2, voire moins. Nous, sur la viande féroce, on est entre 1,5 et entre 1 pour 1,5 et 1 pour 1,9. Donc, tu vois, il y a 5 fois plus d'oméga 3 dans la viande féroce que dans une viande classique. Et alors que la viande que tu vas acheter en grande surface, elle va avoir une tendance inflammatoire dans ton système, la viande qui est issue de bœuf nourri à l'herbe, elle va avoir une tendance anti-inflammatoire, tu vois. Donc, elle va être vraiment bénéfique à cet égard. Et je cite encore 2-3 trucs qui sont intéressants sur cette nourriture à l'herbe. La première, c'est qu'il y a un autre acide gras qui est très rare, qu'on trouve quasiment que dans la graisse de bœuf nourri à l'herbe, qui est le CLA, et qui est de plus en plus étudié par les chercheurs pour ses effets cardioprotecteurs. Donc, il diminue la formation de plaques dans nos artères qui peuvent potentiellement les boucher. Donc, c'est marrant parce que tu vois, tout à l'heure, on disait on a peur que la viande rouge, elle cause des maladies cardiovasculaires. En réalité, dans la viande rouge nourrie à l'herbe, il y a justement des composés qui participent à prévenir ces maladies cardiovasculaires. Elle gère aussi le cycle cellulaire et notamment les fonctions d'apoptose, etc. Donc, c'est des morts programmées de cellules qui sont déficientes. Et donc, par ces mécanismes-là, elles permettent de prévenir certains cancers. Elles ont aussi un intérêt sur la prévention du diabète en stimulant la sécrétion de certaines hormones qu'on a dans notre corps. Donc en réalité, tu vois, c'est vraiment un acide gras qui est très, très intéressant pour la longévité et qu'on retrouve, qui est 4 fois plus riche dans le bœuf nourri à l'herbe. Il est aussi 10 fois plus riche en vitamine B2, 3 fois plus riche en vitamine E. Il a des marqueurs métaboliques qui sont bien meilleurs, donc c'est-à-dire que c'est des animaux qui ont moins de stress cellulaire, tu vois, au sein de leur mitochondrie, etc. Et donc qui ont aussi des composés phytochimiques. Les composés phytochimiques, c'est un nom un peu barbare, mais grosso modo, on peut dire des antioxydants, donc qui vont participer justement à la protection de nos cellules contre le stress oxydatif, qui sont beaucoup plus importants. Et il y a une étude qui a été que j'ai trouvé vachement intéressante, où ils ont fait manger du bœuf nourri à l'herbe par rapport à du bœuf conventionnel à des humains. Et 4 heures après, ils ont fait des analyses de sang. Et en fait, ceux qui avaient mangé le bœuf conventionnel, ils avaient des marqueurs inflammatoires, etc., qui avaient augmenté dans leur sang, tandis que ceux qui avaient mangé du bœuf nourri à l'herbe, ils avaient des marqueurs anti-inflammatoires qui avaient monté. Donc, c'est même pas neutre, c'est un effet bénéfique, tu vois. On peut être 100% carnivore, du coup, si on mangeait de la viande parfaite? Alors, tu vois, souvent, pour la digestion, etc., on dit oui, il faut manger plus de légumes, plus de fibres pour équilibrer le microbiote. En réalité, il y a beaucoup de chercheurs, de nutritionnistes, etc., qui expliquent que l'une des meilleures façons pour réinitialiser ta flore microbienne, donc toute cette holobionte, cette symbiose que tu as avec toutes ces bactéries, la meilleure solution, c'est d'adopter un régime carnivore
pendant quelques semaines et ça va permettre vraiment de rétablir tout ça, d'affamer en fait toutes les mauvaises bactéries et de garder celles qui sont bénéfiques. Mais je pense pas personnellement, et ça c'est un avis personnel qui engage que moi, que les régimes extrêmes, quels qu'ils soient, que ce soit le carnivore, le cétogène ou autre, soient de bonnes solutions, des solutions durables. Moi, je crois beaucoup au fait qu'on soit fait pour la diversité. Et c'est vrai que aujourd'hui, il y a toute une préoccupation sur cette idée selon laquelle les légumes essaient de nous tuer, les fruits et les légumes essaient de nous tuer. L'idée sous-jacente, c'est de dire que comme ils ne peuvent pas s'enfuir, eh bien, ils ont développé des armes pour se protéger de leurs prédateurs. Ces armes, c'est ce qu'on appelle les antinutriments. On peut appeler ça des lectines, on peut appeler ça des oxalates, etc. Et donc, lorsque c'est des insectes qui les mangent, ça va aller paralyser leurs nerfs et donc potentiellement les tuer. Lorsque c'est des animaux un petit peu plus gros, par exemple des petits mammifères ou ce genre de choses, et ben potentiellement ça va leur créer des indigestions. Tu vois, par exemple les singes, ils vont arrêter de manger certaines plantes pour ça. Et puis nous humains, et ben on est capable de les gérer, de les détoxifier, etc. Donc au final, ça peut créer un mal chez nous, mais moi je pense qu'on est capable de le gérer. Là où il y a une problématique, c'est lorsqu'on est toujours exposé au même stress, parce que du coup c'est un petit stress pour l'organisme, et donc si tu vas en grande surface faire tes courses et que tu achètes les mêmes fruits et les mêmes légumes toute l'année, comme c'est souvent ce qu'on nous propose, tu as les mêmes courgettes, les mêmes tomates, etc. toute l'année, eh bien, c'est des aliments qui ont des antinutriments. Et étant donné qu'il n'y a jamais de cycle dans notre alimentation, eh bien, le corps n'a jamais le temps de détoxifier ces antinutriments. Mais par contre, je pense que si tu manges de saison et très varié, eh bien, tu vois, par exemple, les betteraves, c'est très riche en oxalates et ça peut poser des problèmes, s'accumuler dans les articulations et poser des problèmes articulaires. Si tu manges des betteraves tous les jours parce que tu les achètes en sachets plastiques déjà cuites, etc., et que c'est très pratique et que tu adores ça, ce qui peut être mon cas, hein, j'adore les betteraves et c'est vrai que c'est très pratique, eh bien, tu vas jamais pouvoir détoxifier ces oxalates qui vont s'accumuler dans tes articulations et créer des problèmes. Par contre, si tu les manges de saison, mettons pendant un mois, et tu manges régulièrement des betteraves riches en oxalates et après tu n'en manges plus, ben, ton corps va détoxifier ces oxalates et après peut-être que tu vas manger je sais pas des oléagineux qui vont être riches en acide phytique ou autre, et voilà, et au final tu vas avoir cette rotation, et donc je pense que le corps est parfaitement capable de les gérer. Donc moi je suis plus pour la diversité, mais la diversité de saison. Moi, si tu regardes mon alimentation, elle est très simple, c'est des protéines de haute qualité avec des légumes de saison cuits à la vapeur, généralement au vitaliseur de Marion, qui permet de préserver à la fois les nutriments et en même temps de les garder savoureux, une huile d'olive de très haute qualité, et puis un fruit en dessert. Et par contre, je mange très peu de céréales, tu vois, tout ce qui est céréales au sens large, donc même les céréales non transformées, tout ce qui est riz, sarrasin, etc. Ah, t'as ralenti aussi ça ? Ouais, j'évite tout ça. Ok. Même le riz ? Ouais, même le riz. Ok. Intéressant. D'ailleurs, tu vois, dans un point de vue évolutif, anthropologique, en réalité, tout ce qui est céréales, c'était des choses d'ailleurs dans le régime paléo, on n'en mange pas. On n'en mangeait pas. Donc, je m'aperçois que si j'ai besoin de glucides, que les glucides issus des fruits sont beaucoup plus intéressants sur leur densité en micronutriments par rapport aux calories. Donc, si tu veux, à nombre de calories égales que du riz, je vais avoir beaucoup plus de vitamines et de minéraux, donc une densité nutritionnelle plus importante. Ils sont beaucoup mieux digérés, donc ça nécessite moins d'efforts à mon système digestif, ce qui me laisse potentiellement plus d'énergie pour faire d'autres choses. Au final, tu vois, j'en reviens à cette notion d'énergie. La finalité tu vois, on parlait de routine matinale, etc. Mais la finalité de tout ça, ça reste quand même, c'est pas que d'augmenter le bien-être, la longévité, etc. C'est d'avoir plus d'énergie au quotidien pour faire des choses qui te font kiffer, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc voilà, moi je m'aperçois qu'à une époque, je faisais de la muscu. Je mangeais 100 grammes de flocons de sarrasin le matin en petit-déj, le midi 100 grammes de riz cru, des pancakes à la farine de patate douce au goûter, puis 100 grammes de riz cru le soir encore. Mais en fait, j'étais tout le temps en train de digérer, tout le temps lourd, etc. Et ça me fatiguait, tu vois. Et maintenant, j'ai une énergie qui dépote toute la journée, quoi. Ok. Bah écoute, ça m'intéresse. Faudrait peut-être que je le teste. Alors en ce moment, je m'entraîne beaucoup, tu vois, entre 1h30 et 2 heures par jour. Donc j'ai peur, tu vois, de supprimer justement des sources de glucides importantes. Mais par contre, j'ai réintégré de l'entraînement à jeun, tu vois, et je pense que c'est bien justement pour travailler ma résistance un peu à l'insuline et ma capacité à mieux utiliser mes ressources glucidiques internes, on va dire, sans apport exogène, tu vois. Donc, on en reparlera, ça m'intéresse. Si je reviens à Pharos,
Tu observes, tu vois, tu fais beaucoup de connaissances, de découvertes sur ce marché-là. Comment est-ce que tu commences, tu vois, en France, est-ce qu'il y a beaucoup d'éleveurs qui élèvent leur bétail avec de l'herbe? Est-ce que quid aussi du bio? Comment est-ce que tu mets ça en place au début? Alors déjà il faut dire que comme je te le disais, moi au début je pensais que la viande rouge était mauvais pour la santé, donc d'ailleurs à un moment j'étais végétarien, j'ai arrêté d'en manger. C'est bien de le dire, c'est Ouais, et d'ailleurs, très humble. et je d'ailleurs, trouve. tu vas rire. Tu sais qu'à côté, je suis entrepreneur et donc j'ai pu gagner un peu d'argent parfois. Et donc j'ai investi dans Beyond Meat, qui sont ces steaks végétaux qui sont censés avoir le goût de la viande, la texture de la viande, etc. Mais à base de protéines végétales. Et j'étais convaincu que c'était super à la fois pour la santé, pour l'environnement et que je faisais un super choix en investissant dans cette boîte. Et pour moi, c'était l'avenir, tu vois. Et maintenant, je considère que c'est des produits ultra transformés avec des listes d'ingrédients longues comme le bras, des édulcorants, des agents de texture, etc. Parce qu'ils essaient de redonner le goût de la viande, mais en fait, la viande a le goût de la viande. Donc, si tu veux être végétarien, sois un vrai végétarien, mange des lentilles, du riz, etc. Mais va pas manger ces merdes. Mais malgré tout, tu vois leur packaging en magasin, ça a l'air bon, tu vois, il y a du vert, etc., des petites feuilles. Enfin, tu vois, même à cette époque-là, C'est pas mauvais en plus. Enfin, dans le goût. En termes de goût, ouais. Et d'ailleurs, maintenant, mais par tu contre. sens que c'est transformé, quoi. Enfin, Et maintenant, pour le coup, tu vois, tu as des études qui sortent là-dessus et puis qui montrent que ça augmente les risques de dépression, de facteurs inflammatoires, etc. Enfin, c'est de la dope, quoi. C'est de la dope avec un joli packaging, avec un joli marketing, mais c'est de la dope. C'est pareil, le seitan, par exemple. Moi, je me disais, ouais, c'est bien, tu vois, c'est riche en protéines. Je regardais que la quantité de protéines. En réalité, quoi comme protéines? C'est du gluten. Le seitan, c'est du gluten. Donc, moi j'évite le gluten. Je mange de temps en temps un peu de pain au levain naturel, etc. Parce que le levain prédigère le gluten. Mais voilà, mais même sans aller jusqu'à éviter complètement le gluten, ça c'est mon choix personnel. Je pense que tout le monde a compris ou a entendu le fait que c'était quand même pas terrible de manger beaucoup de gluten, tu vois. Je pense que tout le monde, il y a quand même un consensus sur le sujet. Bon, donc quelle logique il y a à se dire, vas-y, pour ma santé, comme alternative à la viande, je vais aller acheter ce steak qui est un concentré de gluten. C'est que du gluten, quoi. Enfin, à quel moment tu dis c'est bon pour ta santé? Bah pourtant moi je l'ai cru, tu vois. Alors que je suis quand même je suis quand même informé, tu vois. Je m'intéresse à tout ça, etc. Mais donc voilà. Tu en venais de loin. Ouais. Et donc moi, le régime végétarien, ça m'a pas du tout été. J'avais tendance à être ballonné, avoir des flatulences, moins d'énergie, enfin voilà, des capacités digestives. Enfin, il y a plein de choses qui m'ont montré que c'était pas terrible, même dans mes analyses sanguines, en termes de, parce que j'aime bien me faire des analyses 2 fois par an, des bilans sanguins en médecine fonctionnelle, donc très poussé, où on regarde toutes les vitamines, minéraux, etc. Donc beaucoup plus de carences. Donc voilà. Donc j'avais recommencé à manger de la viande, mais d'un point de vue éthique, j'étais pas du tout en phase avec l'idée d'acheter du muscle cellophané en grande surface sans savoir d'où il vient, etc. Même le bio potentiellement qui est pas toujours du vrai bio, et donc j'avais déjà ces préoccupations-là. Et donc j'ai acheté en direct à un producteur que j'avais trouvé grâce à pourdebon.com à la base, qui permet d'acheter en direct producteur. Et donc là j'avais trouvé un petit éleveur normand qui était super, labellisé bio et bleu blanc cœur. Voilà, et puis il s'appelait Alain, voilà, j'aimais bien sa démarche, et donc voilà, donc j'ai acheté chez lui. Et puis tu vois, ça faisait quand même plusieurs années que je faisais Limitless, j'avais reçu plusieurs scientifiques, médecins, etc., et ils étaient absolument tous alarmés par les niveaux de carence de la population générale. Pendant tout un temps, les carences, c'était surtout les sportifs, les femmes enceintes, les personnes âgées. Là, maintenant, c'était la population générale, quoi. D'ailleurs, il y a un professeur... Même des obèses, hein, ou enfin, des personnes en Ah ouais, surpoids. et encore plus d'ailleurs, parce que les obèses, en fait, ils sont dans un état d'inflammation chronique. Et justement, cet état nécessite... En fait, les vitamines et les minéraux, à quoi ça sert? Tu sais à quoi ça sert? À faire bien tourner la machine, quoi. Ouais, à faire bien tourner la machine. Et donc, au final, toutes les fonctions du corps, elles nécessitent des protéines. Donc, les protéines, c'est pas juste pour faire construire du muscle, hein. Je vais quand même le dire. Les enzymes, par exemple. Une enzyme, c'est comme des petits ciseaux qui viennent découper les nutriments que tu manges dans ton alimentation pour que ton intestin puisse les absorber. Bah, ces enzymes, elles sont faites avec des protéines, par exemple. Ouais. Donc tu vois déjà, si t'as pas de protéines, bah tu peux pas digérer ce que tu manges, tu vois. Enfin, et donc au final, les protéines, c'est vraiment des briques de Lego. Il y en a de toutes sortes, mais elles servent au système immunitaire, elles servent au cerveau, elles servent à tout, quoi. C'est vraiment les briques de construction de notre maison, quoi. Et donc voilà, et donc les vitamines et les minéraux, c'est ce qu'on appelle des cofacteurs qui servent justement à la construction de tout ça, qui servent aux enzymes, qui servent aussi à la création des hormones. Par exemple, tu vois, on parle beaucoup de thyroïdie, d'hypothyroïdie, de problèmes thyroïdiens, etc. La thyroïde, c'est le thermostat du corps, c'est-à-dire que c'est lui qui va réguler le métabolisme, nos niveaux d'énergie, etc.
Et toutes les cellules du corps ont des récepteurs aux hormones thyroïdiennes. Pour faire les hormones thyroïdiennes, tu vas avoir besoin potentiellement d'iode, de sélénium, etc. L'iode, le sélénium, ce sont des vitamines et des minéraux. En l'occurrence, c'est des minéraux, mais voilà, tu comprends l'idée, quoi. Et donc, le fait d'être carencé en plusieurs choses, ça amoindrit ta longévité, etc. Mais aussi même ta capacité simplement à être un humain normal qui fonctionne correctement au jour le jour, tu vois. Donc la conséquence, elle n'est pas seulement à long terme, elle est directe, mais elle est aussi à long terme. Il y a un professeur, Bruce Ames, qui a développé une théorie, la théorie du triage, et qui a montré que dans un contexte où le corps n'a pas suffisamment de vitamines et de minéraux, eh bien, il va privilégier les processus de survie à court terme, quitte à se tirer une balle dans le pied à long terme. Et c'est logique, il a besoin de survivre maintenant, donc il ne va pas aller entretenir des processus à long terme qui va lui apporter des avantages de survie à long terme s'il ne survit pas déjà à court terme, tu vois. Et donc, tu vois, par exemple, si tu prends le sélénium, qui est un oligo-élément, donc un minéral, on va dire, lorsque tes niveaux de sélénium sont insuffisants, le sélénium, normalement, il est utilisé pour construire à peu près 200 protéines différentes. Donc, il y a 200 protéines qui nécessitent le sélénium pour être construites. Okay. Eh bien, quand tu manques de sélénium, le corps, il va faire les 5 principales, celles qui sont indispensables à sa survie, et les 195 autres, il va pas les faire. Donc, ça, tu le vois peut-être pas tout de suite. Et c'est pour ça que tu as des gens qui sont carencés, qui disent oui, non, mais ça va, j'ai pas de problème, j'ai pas de maladie, etc., déclarés. Et puis, à un moment, elles arrivent parce qu'en fait, ça fait un moment qu'ils ont une dette, ils déclarent une dette vis-à-vis de leur corps, tu vois. Donc voilà, donc j'en reviens à mon propos qui était de dire que ces médecins fonctionnels notamment, ces nutritionnistes sont alarmés par les niveaux de carence de la population. Et moi, je tombe sur une étude d'un professeur américain qui est le professeur Tibel, qui classe, justement, qui fait le même constat de ces niveaux de carence et qui classe les aliments par densité nutritionnelle. Et là, je vois que 7 grammes de foie de bœuf suffit à couvrir quasiment tous nos besoins. Par jour ? Non, là en l'occurrence, c'est juste une comparaison des aliments, tu vois. Donc lui, il a cherché à voir quelle quantité il fallait pour fixer une quantité spécifique des AGR, donc des besoins recommandés en vitamines et minéraux. Et donc voilà. Et donc il voit qu'il faut 7 grammes pour couvrir cette cible. Et à titre de comparaison, 1,3 kg de légumes. Et tout en bas, je parlais des glucides raffinés tout à l'heure, 2 kg. Bien sûr. Donc il faudrait manger 2 kg de produits transformés ou ultra transformés. Quand on dit que c'est des calories vides, c'est vraiment des calories vides. Ça t'apporte beaucoup de calories. Il y a une densité énergétique qui est énorme. Mais par contre, la densité nutritionnelle, elle est hyper faible. Là où tu aurais besoin que de 7 grammes de foie de bœuf pour faire la même chose. Donc moi, je dis ça et tout. Je me dis, c'est super. Je commence à manger un peu du foie, etc. Parce que moi, tu vois, je suis passionné par la nutrition, la santé. Je sais que c'est bon pour moi. Donc du coup, je le fais, tu vois. Et j'ai jamais eu l'habitude de manger des abats chez moi, tu vois. Mais par conviction... T'appelles ton éleveur et tu lui dis que tu veux du foie. Voilà, je commence à le faire, etc. Et puis, je suis tellement convaincu par le truc que je trouve ça bon. Au début, c'est un goût un peu déstabilisant, mais voilà. J'essaie d'en faire manger à ma femme. Je vais dire à mes femmes parce que je pensais à mes filles aussi. Mais à ma femme et mes filles. Évidemment, ma femme, ça passe pas, tu vois. Ça passe pas. Bon, après, j'essaie avec les rognons. Je fais quelques essais comme ça. Autant dire que c'était un échec. Et là, je me dis, si j'ai caché dans un steak haché, elle y verrait rien. Donc, j'appelle Alain, l'éleveur chez qui j'achète ma viande. Puis, je lui dis, écoute, j'ai une idée, etc. J'aimerais bien faire un steak haché et mettre du foie dedans. Est-ce que tu penses que c'est possible ? Et puis, il me dit, ouais, je pense que ça va être compliqué. Ça va pas bien se mélanger, etc. Enfin, il voit pas mal de contraintes. Mais le lendemain matin, il me rappelle en me disant, écoute, j'ai parlé avec François des éleveurs de la Charentonne, qui est l'atelier qui s'occupe de découper les carcasses et de préparer les trucs et tout. Et il adore l'idée, il adore le projet et il est d'accord de faire un test. Donc voilà. Et donc le lundi, j'appelle Alain. Le mardi, il me rappelle pour me dire ça. Et le mercredi, j'enregistrais un podcast avec Florence, justement, sur les neurotransmetteurs, la dopamine, etc. Et pendant le podcast, je lui parle, justement, parce qu'elle parle aussi des carences, etc. Je lui parle de cette idée que j'ai et des abats. Donc, on en parle comme ça, tu vois. Je publie l'épisode. Je reçois des centaines de messages d'auditeurs qui disent « Où est-ce qu'on peut commander ? Moi, ça m'intéresse, je vais en acheter, etc. » Et donc, je me dis, super, j'ai plein de gens qui sont prêts à tester. J'ai de l'autre côté un atelier de transformation qui est d'accord. Et j'ai un éleveur avec de la viande de haute qualité. Vas-y, je me lance dans 100 kilos. Donc, on fait un premier lot test de 100 kilos. Et François, il m'avait prévenu, il m'avait dit, tu sais, t'emballes pas trop, etc. Il y a quand même fort à parier pour que, d'un point de vue organoleptique, en termes de goût, etc., dans un premier temps, soit pas terrible, qu'il faille faire plusieurs itérations.
Ouais, on se rend pas compte, mais quand on met un produit sur le marché, un produit alimentaire, il y a souvent des dizaines d'itérations sur le goût, sur la forme, le packaging, la façon avec laquelle c'est construit. Donc, c'est pas rien, ouais. Bah, non, c'est La clair. première version, elle est souvent peu vendable de ce qu'on dit, en tout cas. Bah, c'est pour ça que moi j'avais fait un petit groupe WhatsApp avec les gens qui étaient intéressés par le fait de goûter, et puis on échangeait. D'ailleurs, il existe toujours, il s'appelle le Feroz Club, et donc ils ont accepté d'être mes cobayes. Mais avant ça, j'étais en Bretagne, et donc pour le baptême de ma fille, de ma deuxième fille, et donc j'avais toute la famille et tout qui était venue, pardon. Et là, je reçois la première livraison, le premier stock. Et donc, je me dis, bon, bah voilà, c'est parfait. J'ai une trentaine de personnes qui sont là. Vas-y, je leur cuisine et je fais goûter ça à midi, à cette occasion-là, quoi. Et donc là, je suis tout excité, tu vois. C'est un produit que tu as conçu, que tu as imaginé. On a réfléchi à la recette, on a discuté. Enfin, voilà, tu vois. T'es content, quoi, t'es excité. Et d'un autre côté, bah, t'as un peu peur parce que tu te dis, bah, si ça se trouve, tout le monde va trouver ça dégueulasse, quoi. Et je commence à essayer de le faire cuire. En plus, tu sais, j'avais loué une sorte de Airbnb, tu vois, pour loger tout le monde. C'était pas ma cuisine ni mes poêles et tout. Je commence à faire cuire. Et puis, tu vois, ça se cuit pas bien parce qu'ils étaient surgelés. Et donc, je mets dans la poêle et ils sont assez épais parce qu'ils font 150 grammes. Donc ça se cuit pas bien et donc en les retournant ça se casse un petit peu et je vois que à cœur en plus c'est encore un peu cru, tu vois. Donc je me dis bon un peu bof, tu vois, l'expérience de cuisson, quoi. Pour la première. Et puis mais je devais en faire 30, donc bon j'avais pas non plus le temps de faire 50 itérations non plus, et puis voilà, moi-même j'y avais jamais goûté à ce moment-là. Et bon bah tant pis, j'en vois, tu vois, il y a toute ma famille qui est là, ils ont faim, voilà. Et là tout le monde trouve ça super bon, quoi. Tout le monde trouve ça super bon. Même ceux qui avaient le plus peur de manger des abats, ceux qui étaient les plus réticents et tout, tout le monde trouve ça super bon. Mon frère, ça c'était le test parfait. Mon frère, il déteste tout ce qui sort de l'ordinaire. Il va pas te manger de magret de canard, il va pas te manger de la langue de bœuf, sûrement pas. Alors, petite parenthèse sur la langue de bœuf, tu l'as fait en bourguignon. Tu dis pas aux gens que c'est de la langue de bœuf. C'est le meilleur bourguignon de ta vie, hyper tendre, etc. C'est juste incroyable. Et ça coûte pas cher en plus. Donc voilà, bon, pour la parenthèse. Donc il mange pas de poisson. Voilà, vraiment, même en termes de légumes, tu vois, il va manger des haricots, de la salade, mais très, très, très conservateur, on va dire, sur ce qu'il mange, et avec un palais vraiment pas ouvert aux nouveautés, quoi. Et lui, il mange son steak et il se resserre. Donc tu vois, au début, il aurait pu me dire, oui, c'est pour me faire plaisir, tu vois. Mais là, il se resserre, quoi. Donc moi, je vois ça et tout, laisse tomber, je suis trop, trop content. Même si, bon, on pouvait un peu s'améliorer sur la texture, la façon dont c'est cuit, etc. Et donc, on a un petit peu amélioré la façon dont on l'a mélangé, dont on l'a construit pour que ça se tienne mieux à la cuisson par rapport à cette première itération. Mais en termes de goût, de recette, de proportion, donc 80% de bœuf, on avait mis 15% de foie et 5% de cœur. Le cœur, c'est intéressant parce que c'est l'organe le plus concentré en coenzyme Q10. Et ça, notamment pour les athlètes, la coenzyme Q10, c'est un antioxydant hyper puissant, et notamment carencé chez les athlètes, donc très très intéressant. Et le cœur, c'est l'organe le plus concentré en coenzyme Q10, notamment parce que la coenzyme Q10, elle est indispensable au fonctionnement mitochondrial, donc à ces petites centrales électriques énergétiques de nos cellules. Et quel est le seul organe dont il faut surtout pas qu'il manque d'énergie, il faut surtout pas qu'il s'arrête parce qu'il doit tout le temps battre? Bah, c'est le cœur, tu vois. C'est pour ça qu'ils sont hyper concentrés, pour qu'il ait tout le temps du stock et qu'on soit sûr qu'il s'arrête jamais, quoi. Ok. Donc ce premier test, il marche bien. Et donc là, le projet se lance. Ça fait combien de temps maintenant? J'ai immatriculé la boîte le 15 juillet, donc ça fait quoi, 7 mois? Ok. Et bon, ça va à une vitesse assez folle. T'as rencontré un marché et ça rencontre un très très gros succès auprès de sportifs, de moins sportifs, d'anciens végétariens qui reviennent à la viande. Moi, là j'ai plein de questions, donc il faut que je me cadre un peu. Mais la toute première, c'est... tu nous as dit un petit peu ce que tu mesurais. Je voulais savoir comment tu les nourris, les vaches, tu vois, comment tu choisis tes producteurs, et est-ce que c'est 100% de l'herbe qu'aujourd'hui les vaches féroces mangent? Alors, tu l'as dit, la croissance a été hyper rapide. Vraiment, tu vois, j'ai été même surpris de rencontrer aussi rapidement un marché. Donc, j'en ai parlé sur Limitless, etc. Ça a été le premier cercle d'early adopters. Et puis après, il y a des influenceurs qui ont commencé à en parler, notamment Marion Caplan,
qui est la créatrice du Vitaliseur de Marion, qui en a énormément parlé parce qu'elle adorait le truc et qui m'a fait une pub de fou. Et c'est marrant parce que tu citais ces végétariens qui ont recommencé à manger de la viande parce que Pharos existe. Et leur argument, c'est de dire, comme elle est beaucoup plus dense, ça me permet d'en manger moins souvent tout en couvrant mes besoins en vitamines et minéraux. Et puis, comme il y a une grosse éthique derrière en termes de bien-être animal et de valeur environnementale, ça leur allait aussi. Et donc, au final, je me suis retrouvé à une problématique qui est rare pour un entrepreneur. Moi, je pensais que là où je devrais dépenser mon énergie, c'est pour faire de la pédagogie et convaincre aux gens que mon haché avec des abats dedans, il puisse être bon, tu vois, et qu'ils osent y goûter. Je pensais que ça serait ça mon problème. En fait, ça n'a pas du tout été un problème. Ce qui a été un problème, c'est de sourcer suffisamment d'éleveurs pour avoir une viande qui soit à la hauteur de mes exigences et de mon cahier des charges pour répondre à la demande. Et donc ce premier éleveur, Alain, il me fournissait 300 kilos par mois, tu vois. Donc c'était quand même assez faible. À titre de un steak fait 150 grammes, du coup, et les gens, quand ils en commandent, ils vont en commander 10, 15, 20 d'un coup, quoi. Ouais, on privilégie et on pousse au fait que les gens fassent des plus grosses commandes parce que la livraison surgelée nous coûte cher. Et donc, pour amortir le prix de l'étiquette et puis apporter aussi un meilleur prix au consommateur final, on encourage plutôt le fait qu'ils achètent, tu vois, une vingtaine, une trentaine de steaks et qu'ils se fassent livrer tous les 2 mois. Plutôt que d'acheter des plus petites quantités plus souvent. Okay. Et donc, quoi qu'il en soit, Alain, il me faisait 300 kilos par mois. Et donc, moi, je m'étais dit, voilà, bio, bleu blanc cœur. Bio, ça me permet d'avoir la valeur environnementale. Bleu blanc cœur, ça garantit plus la teneur en oméga 3. Ça garantit pas forcément le fait qu'ils soient à l'herbe, mais lorsqu'ils sont pas à l'herbe, ils sont au moins complémentés avec des graines de lin, ce qui permet d'avoir un meilleur profil d'acide gras. Le problème, c'est que des fermes doublement labellisées, bio, bleu blanc cœur, il y en avait 3 en France. Donc voilà, on source les 3 et ça nous permet de monter à 500 kilos par mois. Et il n'y a pas de label qui garantit que ta vache, elle est 100% nourrie à l'herbe aujourd'hui? Non. Ok, donc c'est à toi d'aller voir les éleveurs et de leur demander et de leur dire comment est-ce que vous nourrissez votre bétail et d'avoir un cahier des charges dans lequel tu leur demandes une certaine façon que tu leur demandes effectivement le menu, typiquement le menu alimentaire des vaches qu'ils élèvent. Alors ça s'est pas fait totalement comme ça. Donc là je te disais, il y avait 3 fermes qui avaient la double labellisation. Et là ils pouvaient produire combien par mois 500 kilos par mois. Chacune? Non, au total. Au total. Ah, donc là, t'es limité. De fou, quoi. Tu peux pas repeupler la France avec ça. Non. Et puis, et donc, moi, je dis à Alain, écoute, il faut qu'on onboard plus de fermes, qu'on les convainque de passer à ce modèle, etc. Okay. Moi, je peux participer au financement de leur transition vers un modèle régénératif. Et donc, voilà, et on peut trouver un modèle comme ça, leur garantir un prix de rachat plus élevé que celui auquel ils valorisent leur viande actuellement. Il faut quand même savoir que c'est une contrainte pour l'éleveur de passer à du full élevage à l'herbe. Parce que déjà, pour avoir des vaches à l'herbe, c'est des vaches qui sont toute l'année, beaucoup plus longtemps dehors, à l'extérieur. Donc, il faut des races plus rustiques pour qu'elles aient une meilleure santé, parce que sinon, elles ont du mal à y survivre correctement lorsque le temps se dégrade, etc. Donc c'est des races qui vont développer moins de masse musculaire et en plus de quoi, qui vont pas être engraissées avec du maïs et du soja, donc justement avec une croissance moins rapide et puis moins de muscles. Donc ça veut dire un rendement en fait final. À la fois ça met plus de temps de les faire grossir, en plus de quoi elles vont moins grossir. Donc pour l'éleveur, ça rapporte moins. Donc derrière il faut mieux les payer. Sauf que jusqu'à maintenant, les chaînes de distribution en GMS, c'est-à-dire grande surface, etc. Va pas mieux valoriser cet animal qui aura été élevé de façon régénérative qu'une autre bête. Donc personne va les payer plus cher, tu vois. Donc voilà. Donc moi je leur ai dit, je disais à Alain, voilà, je suis prêt à financer leur transition, etc. pour compenser le manque à gagner sur la transition. Et puis après, à leur garantir un prix d'achat de carcasse qui est plus élevé. Bon, malgré tout, ça piétinait, ça n'avançait pas. Et la demande, par contre, était hyper importante. Il y avait 2 à 3 mois d'attente, pour te dire, lorsque les gens commandaient sur Pharos, entre le moment où ils commandaient et la livraison. Et donc là, une rencontre a un petit peu tout changé. C'est François qui a cru dès le début dans le projet, qui dirige les éleveurs de la Charentonne et qui, lui, est aussi éleveur. Et donc lui, il a une ferme. J'ai été la visiter, mais d'une poésie, tu vois, aujourd'hui... Si on a besoin de labels bio, bleu blanc cœur, etc., c'est parce qu'il y a une crise de confiance de la part des consommateurs envers ce qu'ils consomment. Et c'est normal parce qu'ils n'ont pas la capacité de voir vraiment comment ça se passe dans la ferme. Et là, moi, je vais visiter cette ferme et je vois un homme passionné
qui a des troupeaux comme ça qui vivent sur des hectares et des hectares de prairies. Les veaux vivent directement sous le pied de la mer. Il y a un taureau dedans qui en féconde une de temps en temps. Ça accouche. Enfin, ça vit de façon totalement naturelle. Et là, je les vois courir, tu vois, mais comme des chiens, tu vois, un petit peu fous, etc. Enfin, avec une santé, une vigueur. Et puis, on discute, tu vois. Et puis, je lui dis... mais c'est génial ce que tu fais, etc. Je trouve ça incroyable. Et donc, il me raconte, il a des haies, tu vois, entre ses parcelles et tout, des haies sauvages avec plein de biodiversité, des insectes pollinisateurs, des oiseaux, des rongeurs, des saules. Et donc, les vaches, quand elles ont une petite douleur quelque part, elles vont manger du saule qui est un antidouleur naturel. C'est marrant de constater que ces animaux ont déjà développé une forme de pharmacopée. Enfin, je trouve qu'il y a une poésie dans ce que je vois et ça me plaît, quoi. Et je me dis, putain, mais c'est ça la viande que je veux vendre, quoi. Et je lui dis, mais François, pourquoi ta viande, elle est pas labellisée bio, quoi? Moi, je veux pouvoir la vendre, mais j'ai dit que c'était du bio bleu blanc cœur, labellise-toi. Puis il me fait, mais moi, mes vaches, elles mangent de l'herbe parce qu'elles sont censées manger de l'herbe. J'ai toujours fait ça. Pour moi, c'est naturel. C'est inconcevable de leur filer du maïs et du soja. Je le fais pas pour avoir une étiquette verte à mettre sur mes étiquettes. Je m'en fous de ça. C'est pas pour ça que je le fais. Moi, je le fais parce que pour moi, c'est la seule chose à faire, tu vois. Et donc, voilà. Et donc, il me dit, en plus, je dirige à côté un atelier de transformation. C'est quand même une boîte qui fait 50 millions de chiffres d'affaires, donc avec pas mal de salariés, etc. C'est bon, les contraintes administratives, j'en ai déjà suffisamment. J'ai pas envie de m'en rajouter en plus. Donc non, moi, ça m'intéresse pas de me faire labelliser. Puis moi, je rentre de là et je me dis, j'ai envie de la vendre, quoi, sa viande. Et pourtant, j'ai pas de label. Comment je fais? Et donc là, dans le train, je me souviens, c'était dans le train du retour, je me dis, je vais mettre un QR code sur les étiquettes. Les consommateurs, ils scannent le QR code, ils accèdent au cahier des charges, ils voient une visite immersive de la ferme où moi, je vais vraiment filmer comment ça se passe, etc. pour leur montrer. Et en plus de ces obligations de moyens, je rajoute des obligations de résultats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les labels, tu fais confiance aux labels parce qu'ils te donnent l'impression de te garantir quelque chose. Moi, rien besoin de garantir parce que j'ai une transparence totale et je fais des analyses en labo, macro, micro. Donc macro, c'est-à-dire ce qui est la part de glucides, de protéines, de lipides. Micro, c'est-à-dire la quantité de vitamines et de minéraux, donc de chaque vitamine, de chaque minéraux. Profil d'acide gras, c'est-à-dire que je peux garantir la quantité d'oméga 3 par rapport aux oméga 6, mais aussi le fameux CLA dont je te parlais tout à l'heure, etc. Ça fait combien de biomarqueurs en tout que vous surveillez? Il y en a plusieurs centaines. Et ça me coûte très cher parce que chaque analyse, ça me coûte à peu près 1 800 €, tu vois. Mais pour moi, c'était fondamental et c'est ça qui me permet de m'affranchir des labels. Résidus médicamenteux, donc on vérifie qu'il n'y a aucun résidu médicamenteux, ce qui prouve le fait qu'ils n'ont pas fait des antibiothérapies, etc. tout le temps. Pas de pesticides, pas de résidus de pesticides et pas de métaux lourds. Et comme ça, je prouve d'une part la densité nutritionnelle et je prouve que le produit que tu vas avoir, il va te nourrir, mais il ne va pas te nuire. Et il restait la partie valeur environnementale. Et donc ça, la valeur environnementale, elle est fondamentale pour moi. Jusqu'à maintenant, je n'avais pas de vrai marqueur, tu vois. En fait, si tu veux, il faut quand même te dire un truc, c'est ce mode d'élevage régénératif, c'est le seul à avoir un bilan carbone positif. C'est-à-dire que les prairies comme ça, rotatives, 1 hectare permet un stock de 80 tonnes de CO2 et permet d'en séquestrer chaque année. Le fait que les vaches soient nourries à l'herbe, elles rejettent moins de méthane parce qu'il y a moins de fermentation dans leurs intestins. Et ces haies sauvages sont, comme je le disais, des corridors pour la biodiversité, pour les insectes pollinisateurs, etc. Donc c'est hyper important. Et d'ailleurs, petite parenthèse, on a souvent l'impression que le végétal, c'est plus vertueux sur le plan environnemental. C'est pas forcément le cas. Déjà, les monocultures intensives, etc., ça, on sait que ça appauvrit les sols, etc. Si t'as pas d'élevage bovin, t'as pas d'engrais de matière pour améliorer les sols, donc tu es obligé de faire des engrais de synthèse. Les récoltes, et là j'ai parlé avec des agriculteurs, même en bio, lorsqu'ils passent leurs machines, etc., en fait, ils tuent plein de nichés d'oiseaux, de petits mammifères, parfois des faons, des choses comme ça, et même quand ils essaient de bien faire, même sur du bio. Hein. Donc, bref, je suis pas en train de dire qu'il faut pas manger végétal, hein, c'est pas du tout ça le discours, mais je pense que l'idée, c'est pas d'opposer végétal et animal, je pense que les deux sont importants. Les choses bien, et puis, par contre, ce qui a beaucoup de sens, c'est la polyculture, tu vois, le fait que les ruminants, en mangeant l'herbe, etc., ils stimulent leur pousse, ils permettent de stocker et de capturer du carbone dans le sol et d'avoir des déjections qui vont nourrir le sol. Et donc là, il y a vraiment un cycle qui se fait. Et puis derrière, les végétaux, ils vont bénéficier de cet ensemble et de cette synergie. Et donc, jusqu'à maintenant, malgré tout, tu vois, cet élevage à l'herbe,
j'ai ces stats sur le fait que c'est bon pour l'environnement, etc. Mais j'avais rien pour le prouver. Et là, il y a Planet Score qui me contacte, Sabine Bonneau, qui est Head of Science, donc qui gère la partie science et les cahiers des charges de Planet Score, qui me contacte en disant j'ai entendu parler de Pharos, je trouve que l'idée est géniale, etc. J'aimerais bien auditer gratuitement tes élevages avec le Planet Score. Est-ce que tu es d'accord? Moi, je dis bah ouais. C'était le truc, tu vois. Avant, je m'étais dit, tu vois, dans mon cahier des charges, il faudrait peut-être que j'essaie de trouver des cabinets spécialisés en RSE, etc., pour aller regarder les trucs. Et là, elle me le propose, elle est spécialisée dans le truc, spécialisée là-dedans, et elle me propose de le faire gratuitement. Royal, quoi. Donc, elle fait l'audit, etc., machin. Et là, je reçois les résultats. La viande féroce est meilleure que 99% des autres viandes qui existent dans le commerce sur plus de 200 000 références. Donc, on est dans le top 1% sur plus de 200 000 références. Et ça, c'était le dernier truc, tu vois, sur la partie environnementale, bien-être animal. Et ils prennent même en compte la rémunération de l'éleveur. Donc, comment est-ce que je rétribue l'éleveur? Et ben, j'ai cette dernière reconnaissance. Et donc, on s'est affranchi aujourd'hui du bio et du bleu blanc cœur. On n'a plus de label. Même si parfois, certains élevages avec lesquels on travaille sont bio, nous, on ne l'affiche pas parce qu'on n'a pas envie de créer de confusion entre les différents labels, etc. Okay. On a fait notre propre truc qui est l'identité nutritionnelle remarquable et qui est basé sur cette transparence radicale avec le QR code qui donne accès à tout. Et tu vois, même l'huile d'olive qu'on a fait, etc., elle est bio, mais je le dis pas, je le mets même pas sur l'étiquette parce que pour moi, c'est plus un sujet. Ok. Donc pour toi, le bio, c'est un peu une simplification à l'extrême de certaines bonnes pratiques, mais qui sont parfois peu intelligentes, ou en tout cas qui n'engagent pas à des résultats nutritionnels qualitatifs, en fait. Bah, tu vois, sur la viande, typiquement, dans le cahier des charges bio, il t'impose à ce qu'il y ait 60% d'herbe. Donc, ça veut dire que les 40% restants, ça peut être du maïs et du soja. Donc, sur la teneur en oméga 3, oméga 6, autant dire que sur le plan nutritionnel, c'est pas forcément déjà un gage de qualité. Déjà au niveau du cahier des charges. Et ensuite, il n'y a aucune obligation de résultat. C'est une obligation de moyens, mais pas de résultat. Enfin, on ne va pas aller tester le profil d'acide gras, etc. Et le bio, je ne suis pas en train de dire que je suis pas en train de cracher dans la soupe. C'est pareil, tu vois, je te parlais de bleu blanc cœur. J'ai lu le livre de Pierre Weil, Une seule santé, que j'ai trouvé incroyable. J'adore son combat. Pour moi, c'est un gage de qualité quand même si il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Tu vois, par exemple, ils ont labellisé une huile Le Sieur avec de l'huile de tournesol dedans. Enfin bref, qui est une huile... Enfin bref... tout n'est pas parfait et c'est pareil avec le bio, tu vois. Je pense qu'il y a du très bon bio, du moins bon bio. Tu vois, moi, en tant que consommateur, j'achète tous mes fruits et légumes bio. Déjà parce que j'ai envie de soutenir cette démarche, parce que les fruits et légumes, lorsqu'ils se défendent contre les agresseurs, parce qu'ils vivent justement dans la nature, eh bien, ils vont développer beaucoup plus d'antioxydants pour les considérations liées aux pesticides, etc. Donc voilà, donc je pense que là, le bio, c'est bien. Après, malgré tout, tu vois, le bio, c'est pas suffisant comme gage de qualité, selon moi. Et je te parlais notamment de l'huile d'olive. Bah, l'huile d'olive, on te vend des huiles d'olive en grande surface, labellisées bio. Et donc là, tu dis, ouais, c'est super. Tu regardes l'étiquette, mélange d'olive issu d'Union européenne et hors Union européenne. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Ça veut dire que c'est un mélange d'huile d'olive potentiellement vieille, oxydée, sans aucune traçabilité sur la provenance, alors que ce qui fonde les bienfaits de l'huile d'olive, c'est sa teneur en polyphénol. Les polyphénols, c'est des sortes d'antioxydants bénéfiques justement sur l'inflammation, etc., qui ont plein de bénéfices sur le corps. Brian Johnson, d'ailleurs, considère que la chose la plus puissante et la moins chère de son protocole Blueprint, sachant qu'il dépense 1 ou 2 millions par an, c'est une huile d'olive à haute teneur en polyphénol. Ouais. Donc c'est vraiment un truc hyper intéressant. Il y a plein d'études sur les bienfaits de l'huile d'olive. Et ben, cette huile bio en grande surface que tu achètes, elle est à 150 mg par kilo en teneur de polyphénol. Celles qu'on utilise dans les études sur les bienfaits de l'huile d'olive sont à 500 mg par kilo. Celle de Pharos est à 623. Après, c'est pas la course à celui qui a la plus grosse, tu vois. Mais quand même, tu te rends bien compte que si tu veux avoir les mêmes bénéfices avec une huile bio de grande surface, eh ben, c'est pas une cuillère à soupe. Normalement, c'est ce qui est recommandé, une cuillère à soupe le midi, une cuillère à soupe le soir, donc 2 cuillères à soupe par jour, mais 5 ou 6 cuillères à soupe par repas. Et donc là, tu vas avoir des problèmes de densité calorique parce que l'huile d'olive, c'est quand même riche en calories. Donc même si c'est des très bonnes calories, eh ben, si tu es obligé d'en manger 6 fois plus, eh ben, à moins que tu sois comme toi, que tu fasses des Aerox et que tu t'entraînes 2 heures par jour et que tu puisses du coup boire ou manger 2 bouteilles d'huile d'olive par semaine, pour la plupart des gens, bah, ils finiront obèses avant d'avoir les bienfaits. Ouais, bien sûr. À quel moment je voulais parler d'un sujet peut-être un petit peu plus sensible, mais à quel âge on
on tue une vache, tu vois, pour décider qu'on la mange. Comment est-ce que ça se décide? Et comment est-ce que tu fais pour être sûr que ça soit l'âge optimal, entre guillemets, d'un point de vue nutritionnel ou d'un point de vue, tu vois, humain, tout simplement, tu vois? Alors d'un point de vue nutritionnel, qualité de la viande, etc., ça va pas faire des grandes différences que l'animal soit abattu à 3, 5 ou 6 ans. Ok. Donc voilà, ça c'est une première chose. Après, c'est une question qui est un peu compliquée parce qu'il y a deux types de filières dans le bovin. Pour l'instant, moi, c'est des vaches qui sont élevées pour leur viande. Donc les génisses, c'est-à-dire les mamans, elles vont être gardées pour faire des veaux. Les veaux, ils vont rester sous le pied de leur mère et téter leur mère pendant 10 mois à peu près. À 10 mois, ils vont être castrés. Et puis séparés toujours dans des prairies rotatives, etc., tu vois, mais en plus petits groupes, tu vois. Et donc ceux-là, les bœufs, ils vont être abattus à peu près à 36 mois. Et donc, comment est-ce que c'est décidé, pardon. Eh bien, l'éleveur, en fait, regarde la façon dont l'arrière-train, notamment, se galbe. Donc, c'est leur musculature, en fait. Et donc, c'est vraiment son œil qui va déterminer, bah tiens, là, je pense il est parfait. Donc, parfois, ils vont le laisser 1, 2, 3, 4 mois de plus parce que bah, ils ont besoin de faire un peu plus de graisse en fonction aussi d'une année sur l'autre. Parce que là, on travaille avec du vivant, l'herbe. Et donc, l'herbe, elle n'a pas toujours la même composition, la même structure en fonction de la saison, de la quantité, la pluviométrie, la quantité de soleil, etc. Donc, parfois, il va falloir plus de temps pour qu'ils grossissent correctement. Contrairement à une alimentation aux céréales et au maïs où là, on engraisse et puis on sait exactement quel résultat on va avoir. C'est mécanique. Donc voilà, ça c'est pour la partie bœuf, donc pour les mâles. Et puis pour la partie femelle, donc les génisses, elles vont être gardées en général 6-7 ans, puisqu'elles vont faire des veaux justement. Et puis à l'âge de 6-7 ans, eh bien, elles seront abattues elles aussi pour leur viande. Et donc ça, que ce soit des génisses ou bien des bœufs, en termes de qualité organoleptique, c'est-à-dire de goût ou de nutritive, ça change pas grand-chose. Après, sur la filière, il y a une autre filière qui est la filière laitière. Donc, c'est des vaches qui sont normalement exploitées pour leur lait et qui vont ensuite être abattues lorsqu'on appelle ça des vaches de réforme parce qu'elles sont épuisées. Et donc, il faut savoir que malgré tout, c'est même sur des élevages vertueux, etc., eh bien, ça les épuise quand même de faire souvent des veaux, souvent du lait, etc. Donc, elles ont tendance à être très maigres en bout de course. Donc, en général, ils les engraissent à la fin, justement, avec du maïs et du soja pendant à peu près 90 jours pour les faire grossir avant de les abattre. Et donc, celles-là, elles vont être abattues alors qu'elles ont 8, 9, 10 ans. Ok. Et donc ça, pour l'instant, nous, on n'a pas de filière. Donc, toutes nos fermes partenaires sont exclusivement des élevages de viande, donc de race à viande. Donc, quelle race? Angus, Limousine, etc., Charolaise, qui sont plutôt des races rustiques, comme je disais. Et donc les races laitières, pour l'instant, on n'a aucun éleveur affilié. Et donc, je ne sais pas, pour être tout à fait sincère avec toi, s'il est possible d'avoir cet engraissement en fin de course, comme elles sont très amaigries, 100% à l'herbe. Ok. Question sensible, comment est abattue une vache aujourd'hui? Est-ce qu'il y a plusieurs procédés? Est-ce qu'il y a une bonne manière de faire? Alors, est-ce qu'il y a plusieurs procédés? Est-ce qu'il y a une bonne manière de faire? Normalement, elles sont étourdies de telle sorte justement à éviter toute souffrance, etc. Donc ça, je pense que c'est la façon la plus respectueuse de l'animal. Mais surtout, je pense que la problématique, elle est plutôt en amont. C'est-à-dire que nous, on exige, et donc ça fait partie de notre cahier des charges, que ce soit l'éleveur qui accompagne lui-même les animaux à l'abattoir, que l'abattoir soit proche de la ferme et qu'il n'y ait pas d'attente à l'abattoir, donc qu'on soit aux premières heures de la journée, justement pour pas qu'elle soit parquée, stressée, etc. Le stress, c'est hyper important pour le bien-être animal, mais ça modifie aussi la qualité de la viande, parce qu'une viande qui est stressée, elle va être beaucoup plus ferme et moins tendre. Donc, en fait, dans ces prairies rotatives, telles qu'on les pratique à l'herbe, les animaux, ils changent de parcelle régulièrement parce qu'il faut le temps que l'herbe se régénère entre plusieurs cycles. Et donc, potentiellement, soit les parcelles sont contingentes et dans ce cas-là, ils peuvent facilement y passer. Sinon, ils sont transportés avec une benne et un tracteur. Et ça a un avantage, c'est qu'elles ont déjà l'habitude parfois d'être transportées. Et ce qui fait que pour elles, quand elles partent à l'abattoir, elles n'ont pas l'impression qu'il y a quelque chose de différent. Donc ça génère pas de stress, d'autant plus que c'est l'éleveur qui les conduit elle-même. Moi qui ai visité ces élevages, je peux dire qu'elles reconnaissent l'éleveur. Et là, quand il y a quelqu'un d'inconnu, moi en l'occurrence, elles ont une méfiance et un comportement qui est différent.
Donc voilà, donc l'éleveur est avec elle du début à la fin. Et puis, l'abattoir est proche de la ferme. Et donc, c'est les premiers animaux abattus de la journée, de telle sorte à ce qu'il n'y ait pas d'attente. Ok. Donc, quelque part, c'est toujours triste, tu vois. Et d'ailleurs, j'en parle avec les éleveurs. C'est des gens qui aiment profondément leurs animaux. Et pour eux, tu vois, là je reviens de 2 jours en Normandie où j'ai fait la tournée. Et donc, il y en a un, il devait faire partir une de ses génisses, justement, qu'il connaît depuis longtemps parce qu'il les garde un peu plus longtemps, etc. Ça le rend triste, vraiment, tu vois. Et en même temps, c'est son métier et il mange de la viande, etc. Et moi, ma conviction, c'est de dire que la responsabilité de l'éleveur, c'est d'offrir les meilleures qualités de vie possibles à ses animaux. Et la responsabilité du boucher, c'est d'honorer son sacrifice en valorisant chaque morceau. Et c'est vraiment ce qu'on essaie de faire avec Féroce, parce qu'on récupère le foie pour les hacher Féroce. On a lancé les boulettes dans lesquelles on a rajouté des rognons, qui ont en plus, les rognons, tu vois, c'est très riche en sélénium, qui a un oligo-élément qu'on retrouve moins dans le foie. Donc, c'est des produits qui sont complémentaires en même temps dans une logique de nutrition globale pour l'humain. On utilise les os pour faire du bouillon d'os, qui est très riche en collagène et en glycine. On utilise la graisse, et tu vois, on en revient tout à l'heure aux graisses saturées. En réalité, on a dans l'histoire de l'humanité, dans l'évolution humaine, d'un point de vue anthropologique, la graisse avec laquelle on a toujours vécu, c'est la graisse animale. Et donc, potentiellement, on a coévolué avec ce type de graisse. Et il y a une densité nutritionnelle qui est très, très intéressante. Et c'est un produit qui est non transformé, contrairement aux huiles de graines dont je te parlais tout à l'heure, qui sont des procédés industriels. Je ne te parle pas d'huile d'olive. Les huiles de fruits, c'est différent. Mais, et donc on commercialise du suif de bœuf d'herbe. Et donc, le suif, c'est la graisse de bœuf. Et donc, ça s'utilise un peu comme du ghee, tu vois, le beurre clarifié. Ouais, c'est très onctueux, etc. Et tu peux en utiliser à la place du beurre dans tout. Pour la cuisson, c'est très stable à la cuisson. Mais tu peux même en mettre en pâtisserie. Je te parlais de pain tout à l'heure. Tu prends du bon pain en levain. Et puis, tu peux en mettre sur ton pain. Et c'est super bon. Tu peux en mettre sur ta peau. C'est intéressant parce que ça a la même composition que le sébum de la peau. Et donc, d'une part, c'est l'une des meilleures façons d'hydrater correctement ta peau. Et en même temps, il y a des composés anti-inflammatoires et des vitamines liposolubles dedans qui vont participer à nourrir et à protéger ta peau. Et donc, moi, j'étais un peu sceptique au début, le fait de me dire, je vais mettre de la graisse de bœuf sur ma peau. Mais bon, curieux, je teste, tu vois. Et ma femme me dit le soir, elle n'était pas au courant, tu vois, elle me dit t'as la peau toute douce, qu'est-ce que t'as mis? Et puis je lui dis que c'est ça. Et donc elle a testé le lendemain, elle a adoré, maintenant elle en met même à mes filles. L'aînée a pas de problème, mais la seconde, elle est née par césarienne et elle a parfois des petits problèmes de peau, tu vois, un peu genre eczéma, etc. On a essayé plein de crèmes, de trucs, etc., qu'on nous a filé, que des médecins nous ont filé en dermato et tout. Et en réalité, ce qui fonctionne le mieux, c'est le suif. Et elle a une peau hyper sensible, tu vois. Par exemple, si on va à la piscine, le simple fait d'aller à la piscine avec le chlore et tout, ça lui fait des plaques rouges partout. Et franchement, c'est magique, tu vois. Et c'est là où tu dis, tu vois, j'en reviens à cette logique, la viande, la graisse, elle est vilipendée, alors que en réalité, on a coévolué avec ce type d'aliments pendant des centaines de milliers d'années, des millions d'années, tu vois. Et aujourd'hui, on dirait, non, il faut pas en manger, alors que, c'est pas cohérent. Vous arrivez à tout utiliser, du coup, sur une carcasse ? On arrive à tout utiliser, oui, sauf la cervelle parce que c'est interdit. Et donc, ouais. Mais sinon, ouais, on utilise tout. Pourtant, ça se retrouve dans des restaurants, non, du cervelet ou du... Ouais, pour le veau, c'est autorisé. Pour l'agneau, c'est autorisé, mais pas pour le bœuf ni la vache. Tu sais pourquoi ? Non. Ok. Honnêtement, je sais pas, mais je sais que c'est interdit. Je sais que c'est interdit. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse sur les obligations légales, tu vois. Donc, je te parlais de tous ces tests en labo. Justement, tout ce qui est abat fait l'objet d'un contrôle d'autant plus rigoureux, d'un point de vue législatif notamment. Et donc, tous nos lots sont testés pour les contaminations E. coli, etc., salmonelle, machin. Donc, on a un contrôle vraiment sur le plan sanitaire qui est extrêmement poussé, beaucoup plus parce qu'on utilise des abats. Et je te disais qu'on livrait en surgelé. Je tiens quand même à préciser que donc c'est une surgélation professionnelle, c'est-à-dire qu'on les place dans des cellules à moins 50 degrés, ce qui permet une descente en température qui est très rapide et qui est
radicalement différent d'une congélation que tu opérerais à domicile. Parce que la congélation à domicile, comme elle est relativement lente, eh bien, en fait, ça crée des cristaux de glace qui sont assez gros dans les membranes cellulaires de la viande. Et donc, lorsque tu vas la décongeler, ces cristaux de glace vont percer les membranes cellulaires et ça va enlever tout le sang va partir, etc. Et c'est pour ça que tu as une viande qui est toute sèche, qui n'est pas très bonne. Tandis que là, par ce procédé de surgélation gastronomique, eh bien, les cristaux sont tellement petits parce que la descente est très très rapide que d'une part tu as une protection sanitaire qui est parfaite, donc tu n'as même pas besoin d'emballer dans du plastique. D'ailleurs maintenant on a des emballages en craft comme une enveloppe A4 100% sans plastique, donc tu n'as pas besoin de faire de vide d'air ni rien. La protection est liée au procédé de surgélation et surtout tu peux la conserver 18 mois dans ton congélateur. Et quand tu vas l'utiliser, eh bien, tu auras les mêmes qualités à la fois organoleptiques, donc en termes de goût, et nutritive qu'une viande fraîche. Ouais. Du coup, la congélation rapide détériore très peu la surgélation. Ça s'appelle du coup de la surgélation. C'est même plus de la congélation, c'est de la surgélation. Ok, je connaissais pas. Et ça, tu vois, et même sur des entrecôtes, tu vois, parce que donc on a nos hachés, etc. Puis on vend les pièces un peu nobles, donc entrecôtes, faux filet, steak 3 étoiles, etc. Classique, tu vois. Mais qui sont issus de ces viandes d'hyper bonne qualité. Et donc, outre le côté nutritionnel qui est parfait, franchement, en termes de goût, nos entrecôtes, elles sont à tomber par terre. Les steaks 3 étoiles, c'est des steaks qui sont très maigres, donc il y a peu de gras, etc. C'est un morceau qui est pratique, on va dire, pratique et économique, on va dire. Et pareil, hyper tendre, hyper bonne. Alors qu'elle a été surgelée, tu vois. Tu as été appelé par des grands restaurants, des restaurateurs, justement, qui sont toujours à la recherche d'avoir d'excellentes pièces de viande. Tu vois, j'ai un gros groupe d'amis, tu vois, qui est très viandard et c'est des gros sportifs, tu vois. Et dès qu'on se fait une compète, un marathon ou un truc, bah, on essaye d'aller trouver le resto, tu vois, qui va nous sortir la bonne pièce de viande, tu vois. Et on fait partie des clients un peu chiants à appeler au téléphone, à dire oui, votre viande, elle vient d'où? Est-ce que vous savez? Et on n'a pas toujours l'information, tu vois. Et des fois, on abandonne, on se dit ok, c'est pas grave, on fait quand même confiance, tu vois. Puis la personne que tu as au téléphone, elle a rarement cette information-là. Donc on redemande sur place, et bon, même sur place, le cuistot n'est pas toujours au courant, tu vois. Donc je vois à quel point c'est un peu opaque, tu vois, tout ça. Et toi, tu le fais bien. Justement, est-ce que ouais, vous avez des grands restaurateurs qui viennent vous appeler pour justement cette qualité nutritionnelle aussi? Alors, des grands restaurateurs, pour être honnête, non. Par contre, des petits restaurateurs, des traiteurs, même des créateurs de contenu type, tu vois, qui font des recettes ou des choses comme ça, etc., il y en a plein. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse sur le marketing. Je trouve que c'est intéressant parce que, tu vois, aujourd'hui, la plupart des e-commerce ou des NVB, donc les DNVB, c'est ces marques qui se sont créées et n'existent qu'en digital, reposent majoritairement sur l'acquisition de clients fondée sur la publicité, donc sur Meta, Facebook, Google, parce que c'est mécanique. Tu sais que tu investis tu as 2 euros en sortie, ben, plus tu augmentes ton investissement, plus tu crois. Plus ta croissance est importante. Et nous, en réalité, c'est quelque chose qu'on n'est pas capable de faire parce que, je te le disais, pour avoir ce modèle 100% à l'herbe, on doit mieux rémunérer l'éleveur et pour avoir un prix qui soit malgré tout correct pour les consommateurs, même si honnêtement, on est plus cher qu'une viande de grande surface, on n'a pas suffisamment de marge pour investir comme ça en publicité. Donc, plutôt que de faire du marketing direct via la publicité, on croit beaucoup plus au marketing de marque. Et le marketing de marque, c'est quoi? C'est l'excellence de la préparation du colis, c'est le SAV qui est en France et où tu as des gens qui te répondent, en l'occurrence au début c'était moi ou ma femme, et maintenant on est en train de recruter quelqu'un pour le faire mais qui est formé en santé, en physiologie et qui est capable de vraiment t'aider, de passer du temps et de répondre à tes questions. Et donc ton expérience client, l'idée, dans chaque commande il y a un petit livret où on raconte toute la démarche, qu'est-ce qu'il y a dans ton haché, sur les préoccupations autour de la viande rouge. On a un médecin qui fait partie du board qui a lu toute la littérature scientifique et qui te débunk justement les trucs liés au cancer, cardiovasculaire, etc., mais qui a la légitimité d'être médecin urgentiste, médecin du sport. Donc voilà, on essaie de faire de la pédagogie, de transmettre de l'information. Il y a un petit guide de cuisson, de cuisine.
Ouais, vous faites vraiment les choses bien. L'expérience à fond, client, franchement, on essaie de faire en sorte qu'elle soit exceptionnelle. Je confirme. Et derrière, ben, nos clients, ils font des stories, ils en parlent, etc. Et c'est ça le marketing de marque. C'est que derrière, en réalité, on se développe parce que les gens, ils parlent de nous. Et on les paye même pas pour qu'ils parlent de nous. Tu vois, Marion Kaplan, qui est une créatrice de contenu, elle parle de moi tout le temps lorsqu'elle est sur ses propres contenus, mais même lorsqu'elle est invitée sur des podcasts d'autres personnes, etc. Parce qu'elle adore le produit. Et en fait, des gens comme elle, il y en a des dizaines et on les rémunère pas. On n'a même pas de budget influenceur, etc. Tu vois, c'est juste que c'est des gens. Les seules choses qu'on a fait, c'est que parfois on a offert des commandes à des gens qui avaient envie de goûter. Mais sans même les obliger derrière à en parler s'ils n'avaient pas envie d'en parler. Et sans même parler des influenceurs, juste les clients eux-mêmes. Et donc, j'en reviens parce que je me suis lancé là-dedans parce que tu m'as parlé des chefs. Mais en fait, on a des petits restaurateurs, etc., qui vont faire des recettes avec nos produits et qui derrière vont publier un reel, vont publier une story en nous taguant dessus, en nous disant bah voilà, on adore la viande féroce, voilà ce qu'on a fait avec. Et ils sont fiers de le montrer. Et nous, grâce à eux, on peut se développer. Ouais, mais c'est sûr que tu vois, votre produit, il est tellement rare et il est tellement à l'opposé de la tendance de fond qui est en train de se créer, à savoir des viandes de plus en plus pauvres nutritionnellement, des viandes de moins en moins bonne qualité. Vous venez tellement vous positionner au-dessus avec la transparence, ton travail, toi, en allant effectivement directement chez les éleveurs, chez les producteurs, voir comment ça se passe, vraiment les choisir, essayer de comprendre et apporter tout ton savoir médical et scientifique en tout cas. Ça va tellement à l'encontre de ce qui se fait que déjà le produit il est un peu magique. Donc tu as envie de le tester, tu as envie de l'acheter, tu as envie de le goûter et tu te sens, je le dis, tu vois, et c'est un peu mon cas, tu te sens intelligent en fait à le consommer. Tu te sens dans le clan des gens qui font cet effort-là de bien s'alimenter, de pas écouter les dogmes et surtout d'être dans une démarche vraiment intelligente parce que c'est dans le cahier des charges, c'est tout qu'il faut surveiller et c'est tout qu'il faut mettre en place et c'est ce que toi tu es en train de faire, donc bravo pour ça. Tu me parlais des contraintes en plus sanitaires. Je te disais juste avant qu'on commence, je suis transparent avec les auditeurs, je te disais, David, que j'étais admiratif de tout ce qu'il fallait mettre en place, le marketing, la logistique, la surgélation, aller voir les producteurs. Je me disais, mais ça doit être un enfer à monter cette entreprise. Quand en plus tu m'as rajouté le sanitaire et tout, je me suis dit, waouh, vraiment gros respect, grosse admiration et bravo du fond du cœur pour ce que tu es en train de faire. Et je pense que ça met un gros coup de pied dans la fourmilière, dans une industrie qui avait besoin d'être dépoussiérée, et tu le fais avec le cœur, de l'intelligence, de la bienveillance aussi, et même du bon sens, et ça fait du bien, donc bravo pour ça. Merci, écoute, ça me touche, et en réalité, tu vois, moi je suis pas du tout issu de l'agronomie, du monde agricole, etc. Je pense que mon super pouvoir en tant qu'entrepreneur, c'est de poser des questions. Et donc, au final, là, j'ai appris ces derniers mois une dizaine de métiers, tu vois. Quand je dis j'ai appris, j'ai effleuré, on va dire, une dizaine de métiers. Je me suis entouré aussi de personnes qui m'ont beaucoup aidé. Je t'ai parlé de ces rencontres déterminantes comme François Lemierre, par exemple, qui m'a servi, qui a été l'un des premiers à croire dans le projet et qui m'a servi vraiment de trait d'union avec le monde agricole. Parce que, tu vois, là, on parle d'oméga 3, d'études de santé et tout. C'est des gens qui raisonnent pas du tout avec ce type de préoccupation. Eux, ils font les choses parce qu'ils l'ont toujours fait. Il y a un savoir-faire agronomique qui se transmet de génération en génération. C'est un travail de passion, de cœur. Et tu vois, ils ont une forme de rusticité, d'authenticité, mais qui est belle, qui est poétique et qui est connectée à l'essentiel, qui moi me touche beaucoup. Et là, je reviens de 2 jours à avoir passé du temps avec eux. Et je trouve ça beau parce que, tu vois, je digresse un petit peu, mais je trouve que c'est intéressant de le dire. Mais avant, j'ai l'impression, moi, quand j'étais enfant, le soir après l'école, j'allais faire du vélo, je me promenais dans le quartier, j'étais tout le temps dehors. Le week-end, on allait à la pêche au crabe avec mes parents. Et j'ai l'impression que de plus en plus maintenant, le monde extérieur, c'est quelque chose que tu visites quelques minutes par jour. Et nos maisons sont de plus en plus confortables. Et en réalité, le télétravail, c'est génial, mais potentiellement, tu peux te lever le matin, passer ta journée à bosser chez toi et puis te commander Uber Eats le soir sans même être sorti, avoir vu l'air libre. Et quelque part, ça
peut te donner la sensation d'être satisfaisant parce que tu as plein de stimulations, de notifications, de divertissements, de streaming, etc. Mais j'ai pas l'impression que ça fonde un bonheur réellement durable. Et tu vois, ces gens-là, au final, ils ont une vie qui est simple et pour autant, ils regardent là, tu vois, en ce moment, il y a les pommiers. Je te parlais d'agroforesterie, de polyculture. Eh ben, j'ai un élevage qui mêle l'élevage bovin avec des pommiers haute tige pour faire des pommes à cidre. Et notamment, on va faire du vinaigre de cidre d'ailleurs avec Féroce, et qui viendra de là. Et donc, ça marche super bien parce que donc, les vaches désherbent autour des pommiers et puis enrichissent le sol avec leurs excréments. Et donc, ça fonctionne super bien ensemble. Et c'est très très rare dans le milieu du pommier parce que les pommiers sont les arbres les plus traités. Donc il n'y a que comme ça que quelque part tu peux te passer d'herbicides, etc. Donc moi je trouve que c'est des belles histoires. Et donc là les pommiers sont en fleurs et tu verrais cet éleveur qui est content de te montrer ses vaches, etc., qui s'émerveille devant les fleurs qui sont en train d'arriver. Et ouais, je trouve que... Et tu vois, c'est un peu, quand je te parle de ce QR code, bien sûr, l'idée, c'est de rassurer les consommateurs, mais c'est aussi d'essayer de rétablir ce lien entre la terre et l'assiette. Je sais pas si tu as déjà fait l'expérience de faire pousser une tomate, mais quand tu fais pousser une tomate chez toi, eh ben, tu dois planter la graine, tu as le petit plant qui pousse, et ça prend du temps, tu vois, c'est long. Et après, tu as ton petit arbuste, et après, tu as tes petites fleurs jaunes qui arrivent. Ouais, voilà, bon. Admettons que ça fonctionne, tu as tes petites fleurs jaunes qui arrivent, et puis après, tu as ta tomate qui est verte, et après, tu dois encore attendre que sous le soleil, elle rougisse et elle devienne rouge. Et quand enfin tu la récoltes, mais quel bonheur! Quel bonheur, parce que tu vois d'où elle vient, il y a eu toute cette patience, etc. Et là, tu as envie de la partager, tu as envie de la faire goûter à tes copains, etc. Et puis, tu vas certainement pas en jeter la moitié à la poubelle. En plus, elle aura du goût, elle va être riche en antioxydants, etc. Parce qu'elle a vraiment dû se défendre contre les UV, contre des insectes. Elle n'a pas vécu sous serre. D'ailleurs, je te parlais de Pierre Veil tout à l'heure, de Bleu Blanqueur. Il a fait une expérience passionnante sur les tomates où ils ont comparé des tomates élevées en aquaponie par rapport, donc l'aquaponie, on apporte via de l'eau tout ce qu'il faut, vitamines, minéraux, etc., pour avoir le truc parfaitement calculé, tu vois. Et de l'autre côté, des tomates élevées en plein sol. Et donc, ils ont regardé la teneur en vitamines, minéraux, etc. Devine quoi ? L'aquaponie, c'est une catastrophe. Non, c'était exactement pareil. Ouais. Même quantité de vitamines, même quantité de minéraux. Par contre, après, ils ont calculé les capacités antioxydantes des deux tomates. Et les tomates qui étaient élevées dans le sol, elles étaient 10 fois plus antioxydantes que les tomates qui étaient élevées en aquaponie. Donc, certes, sur le papier, tu regardes, si tu t'y mets juste à la feuille réductionniste de la quantité de telle vitamine, de tel machin, c'est la même chose. Par contre, si tu t'intéresses à l'influence et l'impact de la tomate sur ton corps, c'est radicalement différent parce qu'il y en a une qui va avoir une action profondément antioxydante parce que toute sa vie, elle a dû se défendre contre des agressions et elle s'est nourrie de la richesse du sol, etc. Tandis que l'autre, elle a vécu dans un univers tellement préservé où tout était optimisé, parfait, etc. qu'elle n'a jamais eu un stress ni rien, qu'elle a développé aucune défense. Et c'est ces défenses, en fait, qui sont ces composés phytochimiques qui sont bénéfiques pour notre santé. Et là, je te fais un parallèle. Et c'est aussi toute la démarche de Féroce avec, par exemple, ce que fait Brian Johnson. Même si je trouve que son expérience, elle est intéressante, lui, il part du principe qu'à partir du moment où il prend des compléments alimentaires et des poudres pour fixer tout ce dont il a besoin, il va avoir un fonctionnement optimal. Mais ça, c'est du réductionnisme. En réalité, et ça, tous les nutritionnistes, etc., te le diront, la matrice alimentaire, c'est-à-dire le fait que les vitamines, les minéraux, les antioxydants, etc., agissent de façon synergique au sein d'un ensemble, crée quelque chose... La somme des parties est plus la somme du tout est plus importante que le tout est plus important que la somme de ses parties. C'est-à-dire que il y a quelque chose de plus qui se passe, une réaction avec le corps, c'est reconnu par le corps aussi parce qu'on a coévolué avec ces aliments-là. Et donc tu vois le foie de bœuf, j'en reviens à ça, on a perdu l'habitude d'en manger, aujourd'hui on le jette à la poubelle, on le donne à manger à la pet food. Alors que c'est un aliment qui a été designé par la nature pendant des millions d'années d'évolution pour nous nourrir, qui est conçu pour ça. Et derrière nous on a des carences massives et qu'est-ce qu'on fait ? On se gave de compléments alimentaires, de poudres qui sont synthétiques et je dis pas qu'elles servent à rien, mais elles sont toujours inférieures à une alimentation véritable. Ouais, bien sûr. On essaye de plus en plus, effectivement, on essaie de jouer aux petits chimistes avec de la poudre en essayant de tout optimiser et on manque de bon sens, de revenir à quelque chose d'un peu simple. Est-ce qu'on peut faire un petit geste ? Est-ce que Féroce peut faire un petit truc pour les auditeurs de Extraterriens qui sont encore là, t'as tout donné. Je sens que tu parles avec le cœur, mais je voulais le demander, tu vois, et comme il nous reste 5-6 minutes d'enregistrement, on peut faire un truc, on va mettre un petit lien dans la description, bien évidemment.
Je sais pas, un frais d'envoi offert, un petit steak offert. Ouais. Alors on fait pas dans notre politique, on fait pas de promotion. Tu vois, il y a pas de truc. Tu mets ta newsletter, t'as moins 10%, etc. Parce que ça suppose que reste du temps, du coup, les prix sont 10% plus chers. Enfin, les seules réductions qu'il y a, c'est quand tu achètes des plus grosses quantités ou quand tu t'abonnes, parce que ça nous permet de mieux amortir les frais de livraison qui, malgré tout, en surgelé, nous coûtent cher. Et donc, c'est normal qu'on rétribue entre guillemets cette économie qu'on fait ou ce meilleur amortissement à l'utilisateur. Donc, si tu achètes de plus grosses quantités, des plus gros paniers moyens, tu as des réductions qui sont liées au fait que, voilà, comme je le dis, l'étiquette coûte moins cher en perspective. Donc, ce qu'on peut faire avec le code extraterrien, par contre, je peux faire goûter un morceau un peu complémentaire, tu vois, une pièce bouchère, par exemple, un steak 3 étoiles ou un faux filet. Donc, qu'est-ce que tu préfères, steak 3 étoiles ou faux filet? Moi, j'aide plutôt sur le steak. Voilà. Ok. Avec donc, extra. Donc, juste EXTRA. Si t'es OK, ça serait super. Donc, ça sera. Donc, étant donné qu'ils sont conditionnés par 5, c'est un gros cadeau. Hein. Ça fait 5 steaks 3 étoiles. Donc, 3 étoiles, okay. Ça veut dire quoi? En fait, dans les steaks, donc c'est pas des steaks hachés. Hein. On parle pas des hachés féroces. C'est des steaks, c'est des morceaux bouchés. Et donc, tu as steak 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. 3 étoiles, c'est tout simplement les plus haut de gamme dans ce qui se fait. Et donc, ça prend en compte à la fois la race de viande, la façon dont elle a été élevée, et puis la qualité des morceaux qui ont été sélectionnés pour les faire. Franchement, ils sont exceptionnels. Et donc maintenant, ils sont conditionnés par 5 dans la poche. Donc, on pourra offrir une poche de 5 steak 3 étoiles avec le code dont tu as parlé. Pour toutes les commandes, avec quand même un panier minimum peut-être à 50 euros. En dessous de 50 euros, on aura vraiment difficile si je prends en compte tous les coûts sous-jacents, etc. Et d'ailleurs, je précise quand même, c'est pas pour pousser à consommer plus, etc. Mais nous, en dessous de 100 euros, compte tenu des frais de livraison, etc., c'est difficile. Donc, si vous pouvez faire un panier à 100 euros, essayez de faire un panier à 100 euros. Non, bien sûr. Non, et puis là, je suis sûr qu'on est convaincus. Déjà, merci infiniment pour ce geste. Je sais que c'est... on a parlé un peu des chiffres hors antenne et tout, et c'est... Ça marche bien, tu l'as dit, vous avez beaucoup de demandes, mais il faut aussi être hyper précis, méticuleux dans la gestion, parce que, on s'en doute, voilà, faut rétribuer les éleveurs au bon coup, les différentes parties prenantes pour qu'ils fassent du bon travail et qu'ils le fassent en intelligence et pas qu'ils soient pressés par la chaîne de valeur. Donc, essayons de montrer l'exemple jusqu'au bout. Juste la parenthèse, ma conviction, tu vois, par rapport à ça, comment est-ce que je m'en sors? Parce qu'au final, là, ça me coûte cher, entre guillemets, de faire ce cadeau. Mais en réalité, étant donné qu'on a beaucoup de personnes qui, derrière, s'abonnent et restent fidèles à la marque, même si je gagne pas d'argent sur la première commande, je vais en gagner par la suite. Et donc, j'ai une telle confiance dans le fait que les gens soient satisfaits et puis restent clients et fidèles que je suis prêt à faire ça. Écoute, merci beaucoup. En tout cas, moi, je suis fidèle, tu vois. Et encore bravo. Est-ce que, je voulais, tu vois, rebondir un peu sur la suite, mais de manière intelligente, est-ce qu'on peut faire de la volaille, du cochon, t'as parlé un peu de l'huile d'olive et tout, mais qu'est-ce qu'on peut faire en plus? Là, t'es concentré sur effectivement la viande de bœuf. Est-ce qu'on peut appliquer ça à toutes les autres viandes? Est-ce qu'elles sont aussi nutritives aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'elles ont chacune des... Tu vois, là, je te parlais des boulettes avec les rognons par rapport au haché avec le foie. En réalité, le profil nutritionnel est différent et donc apporte des vitamines et des minéraux qui vont être complémentaires et intéressantes, mais différentes. Donc, il y a un intérêt à dupliquer ça sur la filière volaille et porcine. On a fait des prototypes, donc une saucisse de porc avec des rognons, du foie de porc, et puis un haché volaille avec de la peau de poulet qui est riche en acides gras monoinsaturés notamment et du foie de poulet. Les prototypes ont été absolument excellents. Donc, en termes de goût, c'est super. Maintenant, il faut réussir à construire une supply, c'est-à-dire sourcer des fermes qui répondent à notre cahier des charges. Donc, j'ai travaillé notamment avec Sabine Bonneau de Planet Score, dont je parlais précédemment, à établir ce cahier des charges. Parce que, comme je te le dis, tu vois, moi, je suis un profane, mais je m'entoure de plein de gens et donc je discute avec des nutritionnistes, des écologistes, etc., pour essayer d'avoir quelque chose qui répond à
volonté d'excellence. Et donc, tu vois, sur la volaille, donc là, hier, j'ai rencontré une coopérative justement pour potentiellement faire un premier test. Et voilà, je leur parlais du cahier des charges, etc. Ils me disent, il n'y a rien qui existe comme ça en France, tu vois. Enfin, en tout cas, eux, ils ont 3000 personnes, 3000 éleveurs dans la coopérative, il n'y en a aucun qui font ce que je demande. Donc, on va le faire, mais on va le faire, ça va être un batch. Donc, comment ça se passe? En fait, tu as les petits poussins qui arrivent, et puis la totalité de cette production-là de poussins sera uniquement pour Féroce, parce que notre cahier des charges, on est le seul à le vouloir et à pouvoir le valoriser comme ça. Et tu vois, il y a plein de préoccupations. Moi, j'avais commencé à écrire mon truc en bon citadin avec les informations que j'avais et puis mon idéal. Et puis après, il y a la réalité du terrain. Et donc, par exemple, j'avais envie qu'ils aient des parcours extérieurs, arborés, etc. Et puis que 70% de leur alimentation viennent des insectes, des vers et de l'herbe qu'ils mangent dehors. Puis j'en discute avec un technicien spécialisé en volaille, un éleveur, etc. Et puis ils me disent, ouais, mais nous, on a des bâtiments, il fait chaud à l'intérieur, il y a de la nourriture. Quand on ouvre les trappes, ils sortent un peu dehors, mais déjà, il y a peut-être que la moitié qui sort. Et puis, ils vont pas forcément aller explorer très loin parce que la poule, c'est un animal grégaire, c'est une proie qui a tendance à se cacher. Et donc, on réfléchit ensemble, comment est-ce qu'on pourrait les stimuler, les pousser à aller plus dehors? Et puis ils disent, on pourrait diminuer la quantité de nourriture qu'on leur donne à l'intérieur. Mais là, tu as le technicien qui répond et puis qui dit, oui, mais dans ce cas-là, le risque, c'est que plutôt que d'aller explorer, elles s'entretuent. Elles commencent à s'attaquer, etc., parce qu'elles manquent de nourriture. Donc, comment est-ce qu'on fait pour essayer de trouver des stratégies qui puissent nous permettre de... Enfin, tu vois, il y a un vrai défi, c'est presque du comportementalisme animalier. Et puis, voilà, donc... Moi, j'ai mon idéal, j'ai ce vers quoi on va tendre. Donc là, on a un mois pour valider justement le cahier des charges définitif. Ensuite, un mois pour le mettre en place. Donc, on a sélectionné un éleveur, etc., qui est d'accord de mener l'expérience avec nous. Puis après, on va être sur une croissance lente. Donc, ça va prendre 90 jours à peu près entre le poussin et puis l'abattage, entre 90 et 100 jours. Donc, voilà. Donc, potentiellement, on aura le haché volaille, les premiers hachés volaille au mois de fin septembre, début octobre. Donc, tu vois, c'est quand même des cycles qui sont longs, parce que là, les prototypes, j'ai commencé à les faire il y a déjà un mois et demi, 2 mois. Donc voilà, il nous aura fallu un an presque pour développer un nouveau produit. Et là pour le coup, c'est encore qu'un seul test. Tu ne pourras pas faire un haché du coup. Si. Ah si, ok, un haché aussi. Qui se tient super bien. Foie, avec du foie de la peau. Et la peau, tu vois, en plus du fait qu'elle ait des acides gras monoinsaturés, puis je parlais de collagène, etc. tout à l'heure aussi, qui est très intéressant. Et elle apporte aussi ce côté onctueux, moelleux. Qui évite d'avoir un haché qui est sec. Donc, je sais pas si tu as déjà goûté un haché volaille, mais souvent, c'est très sec, tu vois, même sur des cordons bleus, des choses comme ça. Et donc là, franchement, je les ai goûtés, ils sont super bons. La saucisse de porc, c'est pareil, elle est hyper bonne, mais la saucisse, c'est pareil, tu vois, je pars un peu de zéro. Alors, t'as la filière porcine bleu blanc cœur qui est super parce que il y a déjà cette emphase sur l'alimentation avec une teneur en oméga 3 qui est plus intéressante. Mais voilà, c'est des porcs qui sont élevés sur paille, qui n'ont pas forcément accès à l'extérieur. Donc, comment tu leur fais des jolis parcours et tu les pousses aussi. Et tu vois, même dans la façon dont fonctionnent les éleveurs, je veux dire, ça nécessite beaucoup d'adaptation. Donc, il y en a quelques-uns des porcs élevés en plein air en France, mais il n'y en a quand même pas beaucoup. Et puis, sur la filière volaille, il y a des parcours extérieurs, mais il n'y a aucun cahier des charges qui est tel que celui qu'on a conçu, quoi. Ok. Ouais, donc il y a encore beaucoup à faire et c'est passionnant en même temps. Tout créer par vous-même. C'est ça qui est super excitant, tu vois. Moi, j'adore, je me régale. Et puis, je te disais, je pense que je te parlais de ma capacité à poser des questions, mais justement, le fait de ne pas être dans cette industrie, ça me permet aussi d'avoir un regard différent et de faire des propositions. Et hier, je parlais avec le gars de la COP et il me disait, c'est super parce que ça nous stimule. Moi, ça fait 30 ans que je travaille là et que je vois toujours un peu les mêmes choses, les mêmes contraintes, les mêmes demandes. Et là, tu me challenges avec des choses que j'ai jamais faites. Je trouve ça génial. Et puis François Lemierre, par exemple, dont je reparle encore une fois, qui a été le premier à faire confiance dans le projet, il me dit, tu vois, on avait ça sous le nez et en même temps, on n'y a jamais pensé. Et pas seulement le fait de mettre du foie dedans, mais même sur toute la partie, entre guillemets, marketing, l'expérience client, le fait de recréer ce lien entre la terre et l'assiette avec le QR code, etc. Cette façon différente de remettre de la conscience dans l'acte de consommation. Parce que je te parlais de cette tomate tout à l'heure, moi, c'est l'expérience que j'ai envie de recréer, que quand tu manges de la viande féroce, tu te dis, ok, j'ai vu la ferme, etc. Je suis content de la manger parce que je sais dans quelles conditions elle a été. Et donc, du coup, j'ai aussi beaucoup plus d'amour, de plaisir, tu vois, dans mon acte de manger parce que j'ai cette compréhension-là, tu vois. Ouais, bien sûr. Et c'est presque un acte...
engagé, quoi, finalement. Ouais, complètement. Bon, je vois qu'il est midi. On avait promis de rendre le studio à ce moment-là. J'ai 2 petites questions quand même pour la fin que je pose à tous mes invités. Le premier, c'est est-ce qu'il y a un livre récemment que tu as lu et qui t'a beaucoup marqué, que tu recommandes beaucoup? Ça peut être sur de la santé, ça peut être sur du business, mais vas-y, je suis sûr que tu as quelques bonnes lectures à recommander. Justement, là, celui de Pierre Veil, le fondateur de Bleu Blanc Cœur, qui s'appelle Une seule santé. Je trouve que son histoire est très belle. Elle met beaucoup de conscience dans nos actes de consommation. Il a un beau combat. Il montre aussi comment est-ce qu'il a pris des paris un peu envers et contre tous, mais et il l'a prouvé avec des études qui sont absolument fascinantes, mais ça se lit même sans aucune connaissance scientifique. Et je trouve qu'il a une espèce de générosité, de bienveillance, même dans ses partis pris où il n'est pas toujours d'accord avec tout le monde. Tu vois, une poésie dans sa façon d'être et de vivre. Et d'ailleurs, tu vois, j'ai enregistré un podcast avec lui, il a plus de 70 ans, je crois, et tu vois ses yeux, il a toujours les yeux d'un petit enfant qui s'émerveille, tellement il est passionné par ce qu'il fait. Et moi, j'adore les gens passionnés. Ok, trop bien. Tu as cité beaucoup de gens. Sur la dernière question que je pose, c'est de savoir quel est le prochain extraterrien que tu me recommandes d'aller interviewer. Faut qu'il y ait un lien avec le sport ou avec la santé. De plus en plus, on va voir, tu vois, des gens qui s'intéressent vraiment en profondeur à la santé, au bien-être et à la performance et qui vont aussi contre les idées reçues. Est-ce qu'il y a un ou 2 noms que tu me recommandes? Sinon, j'irai piocher dans tes invités. Écoute, que je réfléchisse. Ou peut-être un athlète, sinon un athlète que tu aimerais beaucoup entendre et que tu n'as pas encore rencontré toi aussi. Un athlète que j'ai... T'as déjà fait Mike Horn? Non, pas encore. Voilà, Mike Horn, j'aimerais bien. Voilà. Mike Horn, tu vois, je te parlais de mes ultra trails que je faisais de l'autre côté, etc. Je pense que c'est un truc qui est parfait pour un, entre guillemets, un citadin, même si aujourd'hui je vis plutôt à la campagne, mais qui peut pas être un vrai aventurier, mais qui se rêve de l'être. Enfin, je dis qu'ils rêvent de l'aide, mais je suis très heureux d'être entrepreneur et j'aurais voulu faire autre chose pour rien au monde. Mais si j'avais pas été entrepreneur, j'aurais adoré être aventurier. Et comme je peux pas être aventurier parce que ça nécessite d'y consacrer énormément de temps, puis c'est un métier, tu vois. Enfin voilà. Mes ultra trails me permettent de le faire dans un cadre, tu vois. Mais sinon, en dehors de ces moments-là, ces livres m'ont emmené voyager et j'ai pris énormément de plaisir à les lire. Donc je sais qu'il est déjà intervenu dans plein d'endroits, donc peut-être que c'est un peu réchauffé. Et d'un autre côté, c'est quelqu'un que je trouve vachement intéressant. Il y aura toujours des bonnes choses à dire, je pense. J'imagine. Ça reste un grand storyteller et avec beaucoup de choses. Et puis ça dépend aussi, évidemment, du podcasteur, tu vois, de toi. Et donc voilà, étant donné qu'il a jamais été invité par toi, et ben forcément, ça donnera un résultat qui est absolument différent. Et d'ailleurs, il y a sa fille, Annika, que j'aimerais bien recevoir sur Limitless, et ça serait intéressant parce que elle, tu vois, pour le coup, je pense qu'elle est plus accessible. On l'a moins entendue. Elle fait aussi des petites aventures, etc. C'est une femme, et ça a dû être... tu vois, t'as la perspective de qu'est-ce que ça a été d'être la fille de Mike Horn, comment est-ce qu'elle l'a vécu, etc. Puis comment est-ce que maintenant elle vit sa propre vie d'aventurière, tu vois. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bah, tu me donnes une bonne idée également, donc effectivement, ça doit être super intéressant. Merci beaucoup, David. Je me suis régalé durant cet épisode, au sens propre et au figuré. C'était vraiment hyper sincère. Merci pour cette bombe d'apprentissage, de savoir, vraiment d'intelligence et je trouve aussi de bon sens. Ça fait du bien, tu vois, d'entendre des entrepreneurs avec de la passion et drivés par une cause qui est de construire des projets qui sont intelligents et qui nous élèvent tous. Donc bravo encore pour ça, c'est vraiment hyper sincère. Bah écoute, comme je te disais, j'ai toujours été entrepreneur et je pense que c'est le premier projet où je m'amuse autant, notamment parce que il est profondément aligné avec ce que j'ai construit ces dernières années, avec ma mission de vie, avec ce que j'essaie d'apporter au monde, entre guillemets. Et donc, il a tellement de sens pour moi, il résonne tellement en moi. Donc, je te remercie de m'avoir offert un micro pour pouvoir m'exprimer sur ces sujets, te raconter ça, et puis que tu aies ressenti justement ma passion parce qu'elle est absolument sincère. Donc, je me suis régalé également. Donc, encore merci. Puis, merci pour tout ce que tu fais de façon générale parce que, voilà, tu l'as dit en intro, mais on se connaît bien. Tu as intervenu 2 fois sur Limitless, on a fait des super épisodes et tu es quelqu'un qui m'inspire aussi. Donc, voilà, un grand merci à toi. Bon, merci. On arrête de s'envoyer des fleurs à tous les
auditeurs et toutes les auditrices qui écoutent jusque-là, on vous rappelle deux choses. Effectivement, on a mis un lien dans la description avec un super, vraiment une super offre de David. C'est hyper sympa. Le code extra, vous pouvez le mettre. C'est hyper généreux de sa part. C'est rare. Il le fait vraiment nulle part. Donc vraiment, profitez-en. Si vous êtes encore là, c'est probablement que ça vous plaît et que aussi David vous a plu. Donc allez voir ses travaux, sa newsletter. Moi, j'adore aussi. Je mettrai le lien dans la description. Je mettrai le lien de son podcast. Je vais mettre, si vous voulez, les épisodes qu'on a fait ensemble, mais j'en mettrai aussi 2-3 autres qui m'ont plu et que moi j'ai adoré. Voilà, et puis abonnez-vous à la chaîne, partagez ce podcast, mangez intelligemment, faites du sport et remettez en cause les statu quo. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit, essayez toujours de creuser plus loin. Salut, à plus, et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. Salut tout le monde.